Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle en partenariat avec le Conseil national des barreaux. Je vous jure qu'à un moment on va vous dire ce que c'est, promis. Une émission où vous allez enfin presque tout savoir sur les avocats. On a la chance d'avoir des avocats avec nous sur ce plateau, des avocats exceptionnels. J'ai le plaisir d'être avec Valentine Guiriato. Salut Valentine. Bonjour Jean. Ça va? Ça va. Très content de t'avoir sur ce plateau Valentine. Tu es avocate généraliste. C'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est comme les médecins généralistes? En fait, je suis pas spécialiste. Aucune spécialité. Non, ça veut dire en quoi, fait, avocat généraliste? Généraliste, c'est qu'effectivement, tu n'as pas de domaine, t'as pas de spécialité en termes juridiques. Et moi, plus spécifiquement, je suis privatiste, donc je fais droit du travail, famille, un peu de petit pénal. Ok, Voilà. d'accord. On peut venir. Ok. Voilà. Et tu es au barreau de Bergerac. C'est ça. Et pour les Parisiens comme moi, c'est où Bergerac? C'est en J'ai honte, Dordogne. J'ai honte, C'est putain. en Dordogne. C'est Non, pas je te vrai. C'est dans le Jean. sud-ouest. Pour les Ouais. Parisiens comme toi. Non, c'est Quand un même. Enfin, quand même. Comme ça. J'ai honte. Mais Julien Brochot, qui est avocat parisien, lui non plus savait pas. Non, je déconne. Toi, tu sais. Bonjour Jean. Salut Ça me fait Julien. bien plaisir d'être là. Je vois qu'on est parti sur des bases solides. Non, on est bien, on est bien. Tu es avocat et toi, tu es un Pokémon droit pénal. Exactement. Ça veut dire quoi? C'est les crimes, les délits, c'est ça? Exactement. Et puis parfois les contraventions, mais c'est vrai que c'est majoritairement crimes et délits. Crimes et délits. Ok, d'accord, tu es avocat à Paris, au barreau de Paris. À côté de vous, on est avec des créatrices de contenu exceptionnelles que je suis très content d'avoir sur ce plateau. Avec nous, on est avec Ultia. Comment tu vas? Salut Jean, ça va et toi? Bah, grave, ça fait plaisir de te voir. Ça fait 1000 ans Ça qu'on fait n'a beaucoup rien trop fait longtemps. ensemble. Ça fait trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Tu es créatrice de contenu ici sur Twitch et sur YouTube. Exactement. Et tout roule pour toi? Bah oui, tout roule pour moi. Ça me fait trop plaisir d'avoir cette émission. Quand on m'en a parlé, je me suis dit que ça allait être super intéressant. Et je crois que le chat était aussi d'accord avec ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. On est également avec Kayane. Oui, Let's go. ça fait plaisir depuis un live qu'on a fait sur StarCraft 2. Oula, Voilà, oula. c'était chez OGaming. Voilà. Ça remonte à quand ça? Ouais, ça remonte à quand il y avait OGaming. Ça remonte Ça à remonte. quelques années, Kayane. Tu es ancienne joueuse professionnelle de jeux vidéo, tu l'es toujours? Ouais. Oh, je Wow. fais un peu de tout maintenant. Ouais. J'organise des événements. Je suis streameuse, joueuse. Créatrice de contenu, Oui, toi tout à fait. aussi. Toutes les deux, vous n'êtes pas avocate, on est bien d'accord? Absolument pas. Est-ce que vous êtes juriste? Certainement. Oh là, non. Non. Encore moins, Encore peut-être. moins. D'accord, vous n'avez pas du tout fait d'études de droit? Pas du tout. Ok, d'accord, toi non plus. Non, absolument pas. Hein. Franchement, moi j'ai quelques notions de droit parce que je sais pas toi, Kayane, mais moi j'ai fait des études, j'étais à la fac et j'ai fait des études de éco-gestion, sciences de gestion, etc. Donc forcément, on a toujours du droit du cours. travail. Chaque année, on a du droit du travail, mais c'est genre la base du droit du travail. Ce qui est, je trouve, essentiel à étudier et qui devrait être étudié plus tôt. Parce qu'il y a trop de choses que plein de gens ne savent pas, ne serait-ce que, tu sais, des choses très bêtes comme le fait d'avoir le droit de prendre une pause, combien de temps, Ouais. à partir de quand tu as le droit de travailler le soir jusqu'à tard et le lendemain matin très tôt. Enfin, toutes ces choses-là que en fait, tu subis parfois de par ton employeur et que si personne ne te le dit, tu ne comprendras pas que ce n'est pas forcément légal, tout ça. Donc, c'est vraiment le niveau 0 ou le niveau 1 du droit, c'est mes cours de droit du travail. En ce qui me concerne, je suis juriste de formation. C'est vrai, Jean? Je te jure, je Mais suis non. 5 ans d'études de droit, la totale. Mais je suis un Pokémon spé droit public. Tu as le droit privé et le droit public, et moi je suis un publiciste. Et on est un peu la 4e roue du carrosse du droit, si tu veux. Nous, les publicistes, il n'y a pas vraiment d'avocats. S'il y en a quelques-uns dans les tribunaux administratifs, mais c'est loin d'être la majorité. Et moi, j'ai fait des études en droit constitutionnel et tout. Donc, il n'y a rien à bouffer, il n'y a pas de métier, il n'y a rien. C'est un cauchemar. Mais ouais, non, si, j'ai fait des études T'es de devenu droit. streamer, quoi. Et ouais, après, Voilà. voilà, après j'ai eu des accidents dans la vie qui ont fait que j'ai joué sur Twitch. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas parce que j'ai fait des études de droit que je sais tout sur le droit, déjà d'une part, et d'autre part que je sais exactement prendre un avocat au bon moment pour la bonne raison, etc. Moi-même, il y a eu des moments où j'aurais probablement dû prendre un avocat, mais voilà, ta boîte juriste, en fait, parfois ça vaut le coup. Cette émission, les copains, elle est faite pour vous, elle est faite pour un public qui connaît peu le droit, qui n'est pas juriste, qui n'est pas certainement pas avocat. Pour vous qui ne savez pas très bien ce que c'est qu'un avocat, comment on fait pour en contacter un, à quoi ça sert, combien ça coûte, etc. Cette émission, elle est faite pour vous. On va essayer au maximum dans nos discussions de ne pas jargonner, de ne pas utiliser de sigles, etc. Nous en faisons le serment. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est l'occasion de parler dans le chat pour demander à expliciter les propos, Grave. parce que justement, on est là pour ça. En tout cas, surtout Kayane et moi, on est vraiment là pour poser des questions, parce que justement, on n'y connaît pas grand-chose et on pourrait très bien se poser les mêmes questions que vous, quoi.
On va commencer giga simple, les copains. Julien, Valentine, c'est quoi un avocat? C'est giga simple, ça? Bah, Clairement, c'est la question la plus dure. On commence très mal, genre. Non, mais comment Là, c'est clairement pas possible. Mais je sais pas, moi, si je donnais une définition très simple de l'avocat, je dirais que c'est un professionnel du droit, un juriste, Ouais. qui finalement aide tout le monde dans la vie quotidienne. Et pourquoi la vie quotidienne? Parce qu'en fait, le droit est partout. Partout. Tu l'as dit en commençant l'émission. On va faire attention. Publication sponsorisée, c'est la loi. Eh Ouais. ben, le droit est partout, même ici. Et l'avocat, il intervient tout le temps, soit pour conseiller, soit pour défendre. C'est marrant parce que, Valentine, le cliché qu'on peut avoir si on ne connaît pas trop, notamment quand on regarde des séries et des films, c'est de se dire l'avocat, c'est celui qui défend dans les tribunaux. Et ça, c'est déjà un premier cliché parce qu'en fait, non. Aussi non. en dehors des tribunaux. Et non, parce qu'en fait, l'avocat, comme tu l'as dit, effectivement, il est assis, il représente en matière judiciaire, mais aussi, l'avocat, il est un conseil. Et donc, il fait beaucoup de juridique, justement, pour les sociétés, pour même les particuliers. Et donc, c'est tout un pan, effectivement, du métier de conseiller, de prévenir les risques et d'anticiper. Est-ce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans les tribunaux et d'autres qui sont spécialisés dans le conseil? Ou est-ce qu'on peut faire les deux? On peut faire les deux. Il y a des spécialistes, il y a des spécialistes, il y a des judiciaires. Il y en a qui font que du juridique, que du conseil en entreprise. Il y a les deux. En fait, il y a de Ok. tout, comme il y a autant d'avocats qu'il y a de droits, en fait, tout Ouais. simplement. Et- De spécialités, d'ailleurs. Il y a plein de spécialités. Et le fait que toi, justement, t'aies pas choisi de spécialité, ça vient de quoi? Tu t'es dit que tu préférais garder un point de vue global ou... C'est ça, un point de vue global. Et puis après, ça dépend aussi de ton activité. Moi, je suis dans un barreau qui a un petit peu de petite taille. Donc, à la base, j'avais une formation en droit du À travail. Bergerac. À Bergerac. Donc, à la base, j'avais une formation en droit du travail. J'ai un DEA en droit du travail. Donc, c'était ma formation de base. Et ensuite, ouais, puis je trouve que c'est bien d'avoir une vision et de faire un peu de juridique, de judiciaire. Voilà. Bah grave. Kayane, tu as déjà eu besoin d'un avocat? Oh oui, bien sûr. Ça remonte à 2017 où j'avais été victime d'un érotomane. Et en fait, j'avais beau me plaindre, porter plainte ou essayer de faire avancer les choses avec la police ou la gendarmerie, ça n'aboutissait à rien. Et en fait, je partageais tout ça sur les réseaux sociaux parce que finalement, en fait, le soutien que j'avais venait aussi des gens qui me suivaient. Et ce soutien-là, le partager sur les réseaux, j'en avais besoin à cette période-là. Et en fait, je suis tombée sur un avocat qui a lu en fait mon témoignage et qui m'a proposé de m'aider. Et je vous avoue que moi, je pensais qu'on allait rester aux plaintes et au fait que la personne me harcèle tout le temps, tous les jours, que je suis prêt à vie de sortir de chez moi. Et en fait, non, j'ai contacté cet avocat du coup en message privé, c'était sur Twitter. Et il a accepté de me défendre et ça s'est passé comme ça, par les réseaux sociaux. Et honnêtement, j'aurais jamais fait la démarche d'aller chercher moi-même un avocat parce que je ne saurais pas par où commencer. Et surtout, ça peut être aussi... je me dis tout le temps que trouver le bon ou la bonne, c'est difficile. De trouver quelqu'un avec qui il y a un feeling aussi parce qu'on partage quand même des choses très personnelles. Ça me fait peur de partager des infos aussi personnelles sur moi, de dire mon état d'âme, mon état d'esprit. Et j'avais besoin que quelqu'un me représente aussi avec mes convictions et mes valeurs. Et je trouve que c'est vachement dur de trouver quelqu'un comme ça en recherchant sur un site, par exemple. D'autant plus que là, tu dis que tu as été contactée parce que tu as parlé de ton cas sur Twitter et que toi, Ouais. tu es Kayane et qu'on te connaît pour ce que tu es. Mais moi, je pense à toutes ces personnes qui ne bénéficient pas de notre notoriété Bien et sûr. du coup ne sont pas forcément contactées par un avocat dans un premier lieu C'est et clair, peut-être ouais. passeront jamais le cap parce qu'elles n'auront jamais l'ami d'amis que je connais et avec qui je peux te mettre en contact ou bénéficier de cette notoriété qui peut te faire voir en fait. Donc, Ouais, clairement, c'est j'ai eu ça beaucoup de qui est chance. compliqué. Ouais. J'ai eu énormément de chance déjà d'en avoir parlé, d'avoir aussi un certain nombre de followers, ce qui fait que mon cas a été vu par une personne qui ne me connaissait pas par ailleurs, hein, mais qui avait envie de m'aider à ce moment-là. Et j'ai pensé évidemment à toutes ceux qui sont harcelés par des personnes comme ça. Je me dis toujours que ça peut être n'importe qui, ça peut être la boulangère qui a souri parce qu'elle a vendu du pain, Ouais. tu vois. Et elle peut tomber sur un cas d'un érotomane qui va tomber amoureux d'elle et qui va se dire ah, ce sourire m'est dédié et je vais y retourner tous les jours et elle ne peut pas y faire grand-chose. Et moi, je me dis tout le temps que
j'ai eu énormément de chance d'avoir été soutenue et d'avoir eu recours à un avocat. Et c'est aussi pour ça que, durant la procédure, je l'ai partagé sur les réseaux pour que les gens puissent voir qu'il y a eu aussi une issue positive à tout ça. Mais c'est important cette question de comment est-ce qu'on contacte un avocat. Toi, Julien, tes clients, les gens qui viennent te voir et qui poussent la porte de ton cabinet d'avocat, est-ce que c'est des relations? Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce que c'est des potes de potes? Est-ce que c'est des réseaux? Alors non, mais c'est vrai qu'au départ, il y a quelque chose qui interpelle vraiment. C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, par exemple, quand on est malade, qu'on tousse, on sait qu'on doit aller chez le médecin. Ouais. Qu'est-ce qui génère finalement ce réflexe médecin? C'est qu'à l'école, avec nos parents, finalement, on se dit, quand tu as mal au bras, à la gorge, tu vas voir un médecin. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que dans notre société actuelle vis-à-vis de l'avocat, on n'a pas cette éducation-là, cette éducation au droit et à l'avocat. Et tu le disais très très bien tout à l'heure, Ultia, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du droit du travail avant? Donc c'est déjà ça. C'est vrai que nos parents nous ont pas beaucoup parlé du droit du travail. Mais c'est clair, moi j'entends des atrocités parfois de la part de personnes qui travaillent, des amis, des proches, etc. Et je me dis, mais tu sais que ça c'est illégal? Ah bon? Clairement. Mais comment ça? Ah bon? Mais c'est fou, tu vois, on est Et puis vraiment moi j'ai appris ça en 2e année d'études ou en 3e année d'études, donc ça reste quand même tard et dans quand bien mon même cursus. c'est illégal, qu'est-ce que je peux y faire? C'est aussi ça, et Ouais. c'est aussi là que l'avocat peut intervenir. Et ça, clairement, on va en parler. Toi, c'est ton cas aussi à Bergerac. Les gens viennent te voir parce qu'ils te connaissent ou ils te trouvent sur Google? Alors, les deux, en fait, les deux. Et puis après, la profession, elle fait en sorte justement que les avocats soient accessibles. Donc, il y a une plateforme, notamment avocat.fr, où en fait, tu peux trouver facilement un avocat qui est près de chez toi. Ils sont par matière de compétences, par spécialité, quand tu ne connais pas. Ça peut être quand même très intéressant d'aller sur ce site-là, avocat.fr. Ça t'envoie vers le bon avocat. Mais après, effectivement, il faut avoir le réflexe. Et puis, il y a l'intuitu personnel. Alors, du coup, il y a le fait qu'effectivement, il y a cette... Ouais, je sais, je le savais en le disant. Non, mais en fait, c'est ce qu'elle expliquait qui est vachement important, c'est que la relation qui naît, en fait, la relation qui se crée avec le client, tout de suite, il y a un feeling qui peut et une confiance. C'est vraiment une relation de confiance parce qu'en fait, on est là pour assister, pour représenter, puis on est la voix de nos clients, en fait, tout simplement dans les tribunaux. Et donc, c'est important qu'il y ait cette relation de confiance qui se crée. Et quand elle se crée, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, je l'ai dit, cette émission est en partenariat avec le Conseil national des barreaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Évidemment, la question est pour moi. Eh bien, écoute, on va essayer de faire simple. Non, mais, les choses sont assez limpides. En fait, sur le territoire français, il y a comme des circonscriptions d'avocats qu'on appelle barreaux. Alors toi, ça va te parler, les circonscriptions, c'est un peu comme aux politiques. Finalement, c'est des bouts de territoire qui sont régis par des ordres qui eux-mêmes sont à la tête de barreaux. Voilà. Et le Conseil national des barreaux, c'est comme le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est finalement l'institution qui est en quelque sorte un peu au-dessus, même s'il y a une indépendance entre les deux. C'est l'institution qui est un peu au-dessus et qui fait deux choses essentielles. D'abord, l'harmonisation de notre déontologie, en fait, de notre éthique, pour parler français. Et puis, la deuxième chose, c'est que le Conseil national des barreaux représente les avocats et aussi parfois un peu les justiciables auprès des pouvoirs publics, les hommes et femmes politiques, groupements d'intérêts, etc. etc. Point important, puisque tu en as parlé en parlant des barreaux, les avocats sont indépendants. Tout à fait. Ça mérite d'être rappelé quand même. L'avocat ne travaille pas pour le compte de l'État, de la police ou des magistrats. Il travaille pour vous. Mais c'est un point qui est quand même un peu important. C'est un peu l'idée, même si ça ne nous empêche pas de défendre un magistrat, un policier ou même parfois l'État, parce que parfois l'État est défendeur ou demandeur dans une procédure, notamment droit public. Ouais, tu vois, finalement, c'est pas un Pokémon qui peut évoluer. L'État est condamné tous les jours et l'État a des avocats. Exactement. L'État a des avocats. Exactement. Mais globalement, on est indépendant, effectivement, des groupes d'intérêts et c'est extrêmement important pour le client. C'est une manière de le protéger. De protéger l'avocat, de protéger le client. Alors, tu as parlé et tu as utilisé le gros mot déontologie. Les avocats ne font pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils et elles veulent. Il y a des limites, il y a des règles. C'est une profession réglementée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Valentine ? Effectivement, on est soumis à une déontologie. C'est la garantie pour le justiciable, c'est la garantie aussi, c'est très important. Et notre déontologie, on y tient. Et on a tout un corpus de règles qu'on doit respecter. Et si jamais on ne les respecte pas, on peut être poursuivi, sanctionné. On a un conseil régional de discipline, mais comme les médecins, en fait, voilà, on est une profession libérale, réglementée, avec une déontologie. On prête serment, c'est un peu notre Bible. Et puis...
Voilà, et effectivement, on est soumis à une déontologie et on tient beaucoup à notre déontologie parce que c'est le garant en fait, c'est le garant de notre travail et c'est le garant du sérieux de notre travail pour les justiciables et pour les gens, pour nos clients en fait. C'est quoi les punitions que vous encourez? Jusqu'à la radiation. La radiation, donc tu t'es plus Exactement. avocat, c'est terminé. Mm. Ça arrive souvent? Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment important parce que bon, notre serment, il tient en 5 mots qui sont essentiels, hein, dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Donc, c'est des mots qui, même philosophiquement, sont quand même porteurs de sens. Ouais, c'est joli. Et puis, le fait de pouvoir être sanctionné, c'est une garantie pour le justiciable. On est notamment tenu à quelque chose qui s'appelle le secret professionnel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais comme le disait Kayane, on confie des choses importantes à nos avocats. Si, au lendemain d'une audience, l'avocat vient parler à la presse ou dire sur Twitter que Kayane a confié tel secret, quelque chose d'intime, l'avocat est un danger public pour son client, mais aussi pour la société tout entière. Et c'est la raison pour laquelle il est normal qu'un conseil de discipline puisse venir sanctionner ce type de débordement. Tu l'as dit et vous en avez parlé, c'est quelque chose d'assez important que vous avez mis en avant, Kayane et Ultia, c'est la relation humaine. Il y a quelque chose d'assez âpre dans le droit. Ça fait flipper un peu quand même de l'extérieur. C'est très froid. C'est très froid, c'est très. Je le disais tout à l'heure, il y a du jargon, il y a des sigles, on comprend rien. On a l'impression que même s'adresser à un avocat, je suis pas sûr de réussir à lui parler en fait. Et en fait, c'est très important. L'avocat a aussi un rôle énorme de pédagogie, simplement de vous accompagner, vous prendre par la main et vous dire bah, voilà comment ça se passe, voilà comment ça marche, etc. C'est quelque chose que tu fais beaucoup, ça, Valentine, d'expliquer juste à tes clients? Oui, bah, c'est un travail qui est enfin, il est technique, parce que mais ça, c'est notre sauce quand on travaille dans nos cabinets, nos dossiers. Mais il est humain quand on est avec nos clients. Donc, oui, on explique, on doit expliquer, parce que les gens, ils connaissent pas la justice, ça leur fait peur. Même notre robe, elle est austère, en fait, c'est très clérical. Et tout est austère, et c'est un monde particulier avec les juges, et on se doit de préparer nos clients, surtout quand dans le judiciaire, justement à l'audience, à leur expliquer. On leur explique qui fait quoi, et c'est extrêmement important, l'accompagnement. Justement, si je peux ajouter quelque chose, récemment, j'étais dans les démarches justement du procès, etc. Et j'ai fait appel à une avocate. Et en fait, quelques semaines avant le procès en question, je commençais vraiment à stresser et à me poser plein de questions parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et en fait, j'ai une copine, anglo-droit, Florence, que vous connaissez sûrement tous les deux, en tout cas qui est une streameuse sur Twitch comme nous, finalement, comme Kayane et moi. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, le rôle de ton avocate, c'est aussi de te rassurer. Tu peux aussi lui dire que t'angoisses. Donc, du coup, quand je l'ai vue, je pensais que ça allait être juste une espèce de rendez-vous très formel, où on allait dérouler exactement comment allait se passer le procès, etc. Et en fait, je lui ai juste dit, j'angoisse, qu'est-ce que je peux faire? Et elle m'a rassurée, je suis sortie de là-dedans, j'avais un poids en moins. Et en fait, l'avocat, il n'a pas qu'une simple fonction, peut-être que je me trompe, mais il n'a pas une simple fonction de juste, voilà, il va te défendre et puis c'est tout. Il est là aussi pour toi, pour t'écouter, pour comprendre. Tu peux te confier, tu peux lui expliquer tous les détails. Il est là pour ça, quoi. Et c'est justement aussi ce que j'aime bien avec les avocats, c'est qu'ils font l'interface avec la complexité. C'est-à-dire que le but n'est pas de transformer le client en expert. Le client il vient avec une demande et l'avocat va lui dire « T'inquiète, je m'en occupe ». Là, en l'occurrence, je parle plutôt notamment des avocats qui vont vous aider à écrire des contrats, par exemple, prévoir des contrats, des choses comme ça. Dans ma vie professionnelle, j'en ai besoin pour Backseat, pour des émissions, pour des streams. Un avocat, il va me dire « Ok, tu veux qu'il y ait écrit quoi dans le contrat? Enfin, tu veux que le contrat prévoit quoi? Je vais te l'écrire, ton contrat. Je vais m'occuper du jargon, de la manière d'articuler les clauses, etc. Laisse-moi faire, t'inquiète, et je vais m'occuper de ton contrat. » Et quand je reçois de la part d'un partenaire ou de quelqu'un extérieur un contrat, j'y comprends pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie à mon avocat. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses du contrat? Il me dit, et il me fait un brief. Il dit, bah voilà, moi j'ai trouvé ça dans le contrat. À mon avis, il faudrait quand même rajouter 2-3 clauses pour préciser ça. Mais sinon, il me paraît plutôt bien. Bon, bah voilà, moi je suis rassuré. Mon avocat m'a dit que c'est OK. Et c'est aussi ça, ce conseil, sans forcément aller jusqu'au tribunal. J'y reviens sur l'importance que revêt un avocat pour des démarches qui ne sont pas nécessairement d'ordre du tribunal. Exactement. Julien, tu fais beaucoup d'actes. Alors toi, tu es en droit pénal. J'en fais peu, mais je comprends tout à fait l'intérêt de la chose. Et notamment, si on prend l'exemple de tout ce qui est stream et création de contenu sur Internet, moi, du temps où je regardais ça d'un œil un peu extérieur, je me posais beaucoup de questions moi-même que j'ai posées à un avocat un peu plus spécialisé que moi. Par exemple, à une époque, il y avait tout ce qui était Best of Fortnite. Sauf qu'en fait, il y a une partie des images qui sont la création du créateur.
Et on se dit, mais comment une personne peut faire des vues sur la création d'un autre? Est-ce que ça pose pas un souci? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de protéger ce genre de choses? Et à partir de là, j'ai commencé à développer une curiosité pour la matière, même si ce n'est pas ce que j'exerce au quotidien. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et dans les mêmes conditions, quand on fait un contrat, parfois parce qu'on s'associe avec un autre streamer, il faut aussi prévoir toutes les difficultés éventuelles. Et je ne sais pas si vous suivez les réseaux, je suppose un peu que si quand même. Ça nous arrive. Mais il n'y a pas longtemps, on a vu un petit drama entre deux associés sur une chaîne qui s'appelait Villebrequin, voilà, et on a vu ce que ça pouvait donner. Et effectivement, Sylvain Live a produit, pendant sa vidéo YouTube, un certain nombre d'éléments de quoi? Du contrat, voilà, et c'était absolument captivant parce que par ailleurs, c'était une offre de rhétorique plutôt de. Ah ouais, de t'étais qualité. captivé, toi. T'es comme ça, toi. Ah, je trouve ça Il aime le hyper drama, en fait. intéressant. Bah oui, mais on Bah, se. juridiquement, on se Il renseigne, avait les pop-corn, là. Il était en mode, ah ouais. Alors, c'est j'en vrai peux qu'on plus. l'a attendu 8 mois, c'était absolument incroyable. Et je sais que tu l'as regardé, Yukia, j'en suis sûr. J'ai regardé le début, mais moi, j'étais tellement pas au courant. Moi, j'étais à l'ancienne Caroline et Safia. C'était plus le duo de youtubeuses, mais... Il est par ailleurs possible qu'il se soit rendu coupable de quelques délits au cours de cette même vidéo. Je garde le silence, Sharon. Voilà. Oh. Donc, non, mais t'as raison. Au demeurant, ce qui s'est passé entre ces deux protagonistes-là peut arriver à un paquet de gens en France Exactement. qui n'ont pas le quart du début du nombre d'abonnés qu'ils ont. Hein. Mais c'est Exactement. juste des relations contractuelles, des relations de travail, des relations business, des relations... voilà, sont des relations de droit. Et ce genre de clash, ce genre de séparation peut aussi rendre nécessaire le fait de consulter un avocat. Est-ce qu'on peut essayer de parler des différents... Est-ce qu'il y a une typologie d'avocats? Est-ce qu'il y a différents types d'avocats? On a parlé tout à l'heure des avocats généralistes, des avocats spécialisés. Tu as parlé des avocats conseils et des avocats contentieux. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'il y a différentes typologies d'avocats? Il existe différents types d'avocats, effectivement. Après, typologie, oui. Ça dépend de la matière que tu fais. En fait, ça dépend de la matière que tu exerces et ça dépend de ta clientèle. Donc, soit tu n'as que des avocats qui font que du conseil, tu as des avocats qui font que du judiciaire, d'autres qui font les deux. Et ça dépend en fait de la matière. C'est pas un cliché d'opposer les avocats contentieux, les avocats en conseil? Non, justement, le Conseil national des barreaux rassemble tout le monde en fait, rassemble toute la France, toutes les typologies d'avocats. Ouais. Il existe, il faut le préciser, des avocats qui ne portent jamais la robe, qui ne Quand vont tu plaides jamais pas. plaider. Voilà. Qui n'ont jamais l'occasion de plaider, c'est des avocats qui ont des cabinets d'avocats, évidemment, et qui travaillent Cabinet avec leurs d'affaires. clients, un cabinet d'affaires, par Notamment, exemple, parfois. droit Voilà. fiscal, des choses comme ça. Il y a aussi certaines procédures, ça existe, qui sont des procédures écrites. Tout ne se fait pas à l'oral, surtout en droit public. En l'occurrence, ça existe beaucoup devant les tribunaux administratifs, même si ça commence à changer. Donc voilà, un avocat ne porte pas forcément la robe, ça aussi c'est un cliché. L'avocat n'est pas que lié au tribunal. Encore une fois, il est lié à beaucoup d'autres choses. Moi, j'avais une question concernant Vas-y. les avocats commis d'office. Ouais. Parce que lors de mon procès, la personne n'était pas là. Et par contre, il y avait son avocate commise d'office et qui me reprochait pas mal de choses, non seulement d'avoir dit des trucs qui pourraient faire penser T'as cherché, quoi. Voilà, Faut y à aller. l'autre que oui, je lui donnais rendez-vous vers Strasbourg, vers là où il habitait, que c'était un rendez-vous, mais que je voulais pas l'admettre. Enfin, ce genre de choses, en fait. Pendant tout le procès, elle me reprochait mille choses. Et mon avocat se retournait et me disait « Ne réagis surtout pas ». Donc, j'étais stoïque. Et moi, j'étais en train de ruminer vraiment intérieurement en me disant « Mais… » j'ai eu pas mal de moments et de mots, d'insultes dans mon fort intérieur que je n'ai pas prononcés évidemment, mais je me suis dit, mais elle est qui, elle, pour me juger et pour dire ces atrocités que je n'ai jamais pensées, jamais dites ou faites? Et elle défend quelqu'un comme ça alors que lui-même n'est même pas présent. Déjà, c'est un manque de respect, mais elle le protège vraiment corps et âme. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions sur ces avocats commis d'office. Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils le font parce que c'est le travail? Je ne sais pas trop comment se positionner à ce niveau-là. Tu soulèves J'espère beaucoup qu'ils y de... croient quand même. Désolée, en plus, je te Non, mais- regarde en disant ça. Après, il ne protège pas. Après, C'est- tout le monde a droit à une défense. On est Oui, et oui, heureusement. Dans un, enfin, Et en fait, ton expérience, très elle ne doit important. pas être en lien avec le fait que c'était un avocat commis d'office, Ça n'a rien à pas voir. commis peu importe. d'office. Ouais. Je pense que c'est lié Ouais. à complètement autre chose, qui est effectivement un positionnement de défense qui peut d'ailleurs être critiqué, parce que les juges sont ni aveugles ni sourds, donc ce genre de choses,
ils peuvent le voir, c'est simplement une stratégie de défense. On le disait tout à l'heure avec Jean, c'est vrai qu'il y a plein d'avocats différents. On dit souvent qu'il y a une seule grande profession d'avocat et à l'intérieur plusieurs métiers. Et une fois qu'on a subdivisé les métiers, il y a plusieurs manières d'exercer ce métier. Et là, manifestement, c'était une stratégie de défense, pas forcément pertinente à ce moment-là précis. Et je comprends que tu aies pu le ressentir comme ça, mais c'est plus lié à un mode de travail qu'au caractère commis d'office de l'avocat. Et d'ailleurs, Vas-y. Jean. Et d'ailleurs, si tu veux mon expérience là-dessus, mon avocate, elle m'a un petit peu préparée à l'audience, qui était il y a même pas 3 semaines, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, bon, il va falloir être forte. Peut-être qu'ils auront des avocats en face. Fun fact, il n'y a qu'une seule personne qui avait une avocate, les autres en ont pas pris. Et en fait, elle m'a dit, il faut vous préparer à recevoir des pics, des sous-entendus qui ne vont pas vous plaire, il va falloir rester calme, etc. etc. Et j'ai dit, OK, très bien, je comprends. Et elle m'a dit, parce qu'en fait, il y a des avocats qui aujourd'hui ne comprennent toujours pas qu'ils peuvent défendre leurs clients autrement qu'en rabaissant la victime, mais plutôt en cherchant d'autres aspects, quoi. Donc en fait, je pense que c'est vraiment ça. C'est pas très confraternel. Mais c'est effectivement... Non, mais c'est ton avocat à préparer face aux avocats d'en face. En fait, il faut s'y attendre, ouais, c'est ça, il faut être bien préparé. Il faut s'attendre à ce que, forcément, c'est comme un petit combat, en fait. Et donc, forcément, il faut que tu t'attendes parfois, tu as des avocats, leur stratégie de défense, c'est d'attaquer la partie civile. Oui, voilà. Des fois, ça ne l'est pas. Et on dit qu'on plaide un peu comme on est aussi. Hein. Chacun plaide différemment et les stratégies sont différentes. Mais si j'avais il ne faut pas le prendre à titre personnel, en fait. C'est parce que vraiment, l'avocat, quand il porte la robe, en fait, il est son client, en fait, il le représente. Et moi, c'est quand je prépare mes clients, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas prendre faut pas prendre à titre personnel, parce que c'est pas l'avocat qui attaque, c'est l'avocat, il défend. Et parfois, il défend en attaquant. Voilà, dans les clichés aussi, cette idée que les avocats sont tous des gens qui maîtrisent l'art oratoire. Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que tous les avocats sont très très bons à l'oral? Ou est-ce qu'il y en a qui sont très mauvais? De plus en plus, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par art oratoire en réalité, parce que l'art oratoire, c'est quelque chose d'extrêmement large. Est-ce que c'est utile de maîtriser l'art oratoire pour tous les avocats, quelle que soit leur diversité de pratique? Moi, je pense que oui, parce qu'on ne fait pas que plaider. Parfois, on doit aller conseiller un client, donc parfois le convaincre de ce qui est bien pour lui. Et puis, dans d'autres hypothèses, on doit défendre un certain nombre de contrats auprès d'un board, d'une entreprise. Donc, en toute hypothèse, il faut pouvoir suffisamment maîtriser l'art oratoire pour être clair, pour être pédagogue et permettre aux gens soit de bien juger, soit de faire les bons choix hors tribunal. Donc, c'est quelque chose qui me semble important. Par contre, on peut sortir un peu de la caricature de Daumier, c'est-à-dire cet avocat qui fait des effets de manche. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Donc cet art-là ne s'applique pas forcément à tous les avocats. Par contre, maîtriser la langue, savoir expliquer les choses, ça, c'est important. Je voudrais qu'on définisse un terme qui a été utilisé quand même, parce qu'on ne l'a pas défini, avocat commis d'office. De quoi on parle? C'est quoi un avocat commis d'office? Alors, les choses sont relativement simples. En fait, l'avocat commis d'office, c'est celui qui est désigné au soutien de la défense d'une personne quand il n'a pas d'avocat. Il y a plusieurs personnalités qui peuvent désigner un avocat commis d'office. Il y a d'abord le bâtonnier. Donc, attention, terme de jargon, concrètement, c'est notre chef. Hein, voilà, je dis ça pour le chat. Le bâtonnier, c'est le chef des avocats. Voilà. Ou, le cas échéant, un président de chambre, typiquement une personne vient sans avocat, elle en veut un, et puis elle lui dit, écoutez, un tel peut vous défendre, donc je le commets d'office. La chose qui est très importante à ne pas faire, c'est la confusion entre avocat à l'aide juridictionnelle et l'avocat commis d'office. Alors, explique-nous la différence entre les deux. L'avocat commis d'office, c'est celui, comme son nom l'indique, qu'on commet d'office. On lui dit, tu vas être l'avocat d'un tel, encore une fois, le président ou le bâtonnier. En revanche, l'avocat commis d'office n'est pas nécessairement payé à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire par l'État. Voilà, on fait souvent la confusion. Tu veux dire que c'est pas gratuit de faire appel à un avocat commis d'office? Pas forcément. D'accord. Parce qu'en fait, une personne peut très bien ne pas trouver d'avocat, mais néanmoins avoir les moyens de le payer. Donc là, le bâtonnier lui dit, je te commets d'office. Et donc, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, les avocats commis d'office sont des avocats pas chers, donc un peu nuls? Je pense que c'est une ineptie. Une quoi? Une ineptie. Ineptie, pardon. Quelque chose d'absurde. Voilà. Oui, je pense que c'est inepte parce qu'en réalité, et c'est vrai de plus en plus au sein des barreaux, les avocats commis d'office ont tendance à être commis d'office en fonction de la matière dans laquelle ils exercent. Donc en réalité, ils ont cette faculté à pouvoir travailler dans un domaine qu'ils maîtrisent
En tout cas, c'est le cas à Paris. Après, bien sûr, certaines personnes ont de mauvaises expériences avec un avocat de commis d'office, et plutôt que de penser qu'il est simplement incompétent, ils vont dire que c'est parce qu'il est commis d'office. Oui, mais après, il y a aussi des cas très spécifiques. Moi, dans mon cas personnel de cyberharcèlement sur Twitch, honnêtement, je ne me voyais pas passer par quelqu'un de commis d'office. Il fallait que je sache que la personne était au moins à peu près au fait de Mais en fait, ce que je faisais comme métier. La commission d'office, c'est vraiment pour les gens justement qui n'ont pas d'avocat, en fait. C'est une contribution Oui, mais de notre profession. j'en avais pas, j'aurais très bien Oui, pu, mais tu avais la possibilité d'en connaître. Si tu veux. Oui. Mais par exemple, ceux qui sont, ceux qui sont en comparution immédiate ou des choses comme ça, ou ceux qui n'ont pas de... Voilà, et ben, du coup, c'est la contribution de la profession, en fait, à donner un avocat, à permettre à tout le monde d'avoir un avocat. D'accord. Mais ceci dit, tu n'as pas complètement tort. C'est-à-dire que ta préoccupation, c'est d'être bien défendu. bien sûr. Et par définition, quand tu as un avocat commis d'office, tu ne le choisis pas. Mm. Et effectivement, comme disait Kayane tout à l'heure, il se pourrait que tu n'aies pas le feeling. Et ça, c'est complètement compréhensible. Et ta remarque est tout à fait juste. Mm. En revanche, le fait que tu aies un avocat commis d'office ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui cachetonne, en quelque sorte, à l'aide juridictionnelle et qui ne serait pas compétent. Par exemple, si tu avais fait une demande à Paris, tu aurais pu avoir un avocat commis d'office, Julien Brochot, qui gagne quand même quelques dossiers devant les chambres de la presse et qui connaît un peu le Twitch game ou le YouTube game. Voilà. Oui, mais du coup, T'es c'est commis d'office, toi, Julien? Ça peut m'arriver. t'arrive. Mais du coup, c'est un coup de loterie. Parce que qui me dit que je serais tombée sur toi? Tu vois, c'est ça que Bien je veux sûr. dire. Ah, mais ça, Complètement. Ça Voilà, n'exclut ça, c'est pas vrai. le. Oui, ça, c'est Ça sûr. n'exclut pas du tout ce que tu disais. C'est deux opinions qui coexistent. Tu as complètement raison, mais c'est vrai qu'un avocat commis d'office aurait très bien pu te défendre. Tu Voilà, vois, si j'étais tombée sur toi, j'aurais dit à tout le monde, mais vous allez être fous. Au final, il connaît le milieu, il connaît Twitch, c'est incroyable, je suis trop bien tombée. Mais bon, combien de chances j'avais pour prévoir ça, quoi. Après, on prévoit des... Enfin, pas qu'à Paris, hein, partout, hein, c'est partout comme ça. Et par exemple, tu vois, pour les enfants, les commis d'office, le bâtonnier, quand il choisit dans les avocats d'enfants, en fait. Donc, il essaye, justement, on a des pôles spécialisés et en fonction de la demande, on envoie vers, effectivement, les avocats qui... Mais je comprends l'importance de ce que dit Ultia, de se sentir défendu par quelqu'un qui percute un minimum ce qu'on fait. Nous, en l'occurrence, créateurs de contenu sur Internet, métier totalement nouveau, manière de fonctionner totalement nouvelle, etc., ça nous arrive de parler à des gens qui ne percutent pas un quart de seconde ce qu'on fait, qui ne comprennent rien, qui n'ont pas Internet, etc. Ils ont le droit, c'est pas le sujet. Mais je comprends effectivement l'importance pour un client de se dire j'ai besoin de trouver un bon avocat. D'où ma question, comment on trouve un bon avocat? Alors c'est vrai qu'on revient un peu à notre question de départ. Je crois que c'est comme beaucoup de démarches où on doit s'associer à un professionnel qui doit nous soigner, nous conseiller. Il y a beaucoup de bouche à oreille d'abord. Hein. C'est la première chose qu'on fait. Hein. Moi, quand je dois consulter un médecin spécialiste, je vais en parler d'abord autour de moi. Donc il y a ce bouche à oreille. Il y a des avocats qui ont aussi une réputation sur la place, hein, où que ce soit. Hein. Il y a des avocats qui sont réputés par nature et on peut s'orienter vers eux. Et puis finalement, au-delà de la question de savoir comment on fait précisément, je crois qu'il faut être curieux. En fait, la porte d'entrée d'un avocat est rarement fermée, en réalité. Il ne faut pas hésiter à passer la porte en se disant « je vais voir ». Si le feeling passe, très bien, on constate que l'avocat connaît Twitch, les réseaux sociaux, ou s'il y a un problème pénal, le droit pénal, et puis surtout que ça fit, ce qu'il dit me parle, son expression me rend le droit accessible. Et puis, si ça ne marche pas, au contraire, dire écoutez, maître, c'était fort sympathique, je ferme la porte et je vais aller voir un autre avocat. Oui, mais tu vois, j'ai un truc à dire sur ça, parce que moi, quand j'ai cherché une avocate, j'ai commencé un petit peu à voir autour de moi, et à chaque fois que je demandais un premier rendez-vous, c'était forcément un rendez-vous qui était payant, donc plusieurs centaines d'euros, et je comprends, c'est normal. Je paie cette personne pour du temps qu'elle va m'accorder. Ça fait cher le Mais test, en fait, quoi. ça faisait peur de me dire... Donc en fait, à chaque fois, je vais dépenser 200 € pour ne serait-ce qu'avoir juste voir si le feeling ou pas, si l'affaire l'intéresse ou pas. Et du coup, je ne vais pas faire ça 1000 ans. Donc en fait, j'ai fini par m'arrêter sur une proposition en particulier, payer un seul rendez-vous et passer par cette personne. Je ne me serais même pas vue lui dire écoutez, maître, c'était très sympathique comme échange, mais je passe par quelqu'un d'autre parce qu'en fait, j'avais déjà payé 250 balles et que j'étais en mode, et puis quoi encore, c'est moi la victime dans cette histoire, je vais quand même pas faire le tour des avocats. Et t'avais cherché sur quoi? Sur Google? T'as tapé avocat? Ouais, c'est ça. T'as ciblé cyberharcèlement ou pas? Ouais, exactement. Défense des femmes aussi, beaucoup. Donc ça, c'est normal que du coup, le premier rendez-vous soit systématiquement payant. Non, pas nécessairement. Mais ce que tu dis est très juste et c'est quelque chose qui est vrai pour les
pour les avocats, mais aussi pour plein d'autres métiers. Finalement, le premier rendez-vous chez un psychologue, ça correspond à peu près au montant moyen de la première consultation de l'avocat, qui est autour de 88 €. Ouais. C'est pareil pour des médecins spécialistes. C'est pareil parfois pour certains plombiers quand ils vous font un devis. Un dégât des eaux chez toi à 2 h du mat, tu appelles le plombier, il arrive, il pose ses affaires et il te dit, bon, là c'est 150 € pour faire le diagnostic vite fait, et puis derrière je procède à la réparation. Et si sur le moment tu as un doute en te disant, mais c'est fou, la réparation ça va me coûter 1000 €, en fait c'est trop tard, tu as déjà perdu bien 80 sûr. ou 150 €. Néanmoins, ce que tu dis est extrêmement pertinent, c'est-à-dire que ça nous fait part d'une difficulté que peuvent rencontrer les clients et à nous peut-être de travailler sur notre visibilité. Puis c'est aussi l'intérêt de ce débat qu'on a entre nous, le fait que toi, Ultia, tu sois pas rassurée ou peut-être que ce soit pas évident de trouver un avocat, ça dit quelque chose de nous et ça dit ce sur quoi on doit progresser. D'ailleurs, chat, je ne sais pas si le chat est intéressé de ces questions, mais n'hésitez pas à dire ce qui vous rassurerait chez un avocat en termes d'accessibilité pour que nous aussi, collectivement, on progresse. Il y a une question dans le chat, en tout cas dans le mien, de quelqu'un qui dit est-ce que c'est important de choisir son avocat en fonction de son âge afin qu'il nous accompagne tout au long de notre vie? Est-ce qu'un avocat de famille comme ça, un avocat qui... Il y en a. Comme un médecin traitant. Comme un mais- médecin traitant, un avocat traitant, ouais. Ça existe? Après, on peut être avocat de famille. Enfin, en tout cas, oui, effectivement, tu peux intervenir pour un mariage, pour un contrat de mariage, et puis ensuite il y a un problème avec les enfants, et puis après. Tu gères le divorce? Non, alors le divorce, tu peux pas. Parce que quand t'es l'avocat des deux, tu peux plus pas ensuite. Ah non, tu peux ouais, il y a pas. quand même. Il y a des Mais règles. tu vois, moi, enfin, je fais pas mal de droit du travail, donc forcément, l'avocat de famille en droit du travail, il y a quand même souvent des difficultés. Donc oui, effectivement, tu peux. Mais être avocat de tu famille. peux aussi n'aller voir un avocat que quand tu as un problème ponctuel. Ça, c'est Bien sûr. Mais la plupart des gens- Tu peux changer d'avocat à Tu chaque peux fois. faire une consultation. vous tu n'avez peux pas changer d'obligation d'avocat, de fidélité. Quand ça passe pas. Ouais. Et l'avocat aussi. Enfin voilà, donc tu peux. Non, mais hein. c'est vrai, c'est intéressant cette vision de l'avocat de famille, parce qu'en réalité, l'avocat va au moins servir de référent pour orienter le client. Encore une fois, on ne sait pas Et tout quand faire. tu sais pas faire, t'en Mais vas d'avoir vers un avocat frère. référent, c'est très bien. Et le fait qu'il décroche au téléphone, théoriquement, n'est pas facturé. Enfin, moi, je ne sais pas comment tu pratiques. Non, et puis Valentine, mais souvent, les gens, ils reviennent conseil, effectivement. je réponds, Quand ils quoi. sont contents, ils reviennent. Ils ont un problème, ils reviennent te voir. Si c'est quelque chose, si c'est une matière que tu fais, tu prends. Si c'est une matière que tu fais pas, bah tu envoies vers. Exactement. Alors ça Ah, aussi, c'est confrère. important. Non, mais ça aussi, c'est important. Les avocats renvoient vers leurs confrères et leurs consoeurs. Oui. Genre, Bah, vraiment, tu sur ce vois, truc-là, je t'avoue, je suis pas ouf, je t'envoie plutôt vers quelqu'un que je connais bien, je te mets en relation. C'est des trucs que les avocats m'ont dit, je me suis dit, putain, c'est trop bien, enfin, ça fait plaisir. Plutôt que de faire semblant de maîtriser tel domaine du droit, je dis, non, je vais t'envoyer vers un confrère qui sait faire. Trop Non, cool. mais c'est notre serment. Donc, tu vois, effectivement, quand on ne sait pas, il faut le dire. Moi, en droit public, des problèmes de voirie, des problèmes d'assainissement, des choses comme ça, j'envoie c'est chiant, c'est chiant. vers un publiciste. Donc, Mais non, mais c'est aussi c'est un truc important à garder en tête sur un avocat incompétent dans un domaine vous le dira tout de suite, et en principe. on doit être efficace. Hein. Bah, ça doit Notre être serment du nous temps perdu oblige à être pour eux, efficace. hein. Donc, normalement, Ouais, non, c'est on clair. doit savoir ce qu'on fait. Ouais. J'espère. Mais si Kayane a soulevé quand même aussi un point intéressant dans sa question, qui est le fait que des avocats défendent des personnes malhonnêtes. Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, Monsieur Brochot? Je suis sidéré par cette question. Vraiment, non, j'y prends du J'adore. plaisir. En Je plus. voudrais que C'est tu ça qui est prennes bien. ce ton plus souvent. D'accord, ok. Je trouve ça sympa. Alors non, on n'a pas honte, mais en fait, cette question, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que finalement, alors là, on parle clairement de droit pénal. Hein, c'est important de le Pas dire. Oui, Parce plutôt, que oui. jusqu'à preuve du contraire, avoir honte de défendre un client qui a subi un dégât des eaux, jusque-là, la question de la malhonnêteté va pas Non, tellement lui, se poser. ça va, mais Mais on va surtout parler de mais on va surtout parler de droit pénal. Droit pénal, Et en ouais, fait, il y a plusieurs hypothèses. C'est d'abord que dans l'esprit du public, souvent, on s'imagine que l'avocat qui va défendre va forcément plaider en quelque sorte non coupable. C'est vrai, on va se dire, mais comment il fait pour le défendre? Et en plus, il va aller soutenir une innocence qui est absolument impossible compte tenu des éléments du dossier. Donc il y a trois hypothèses. J'ai préparé un peu la question. Ah non, j'ai bien compris. Non, mais La défense. Je c'est pas- la voyais venir, défense, je ne l'ai pas vu dans le brief, je me suis dit, celle-là, je vais me la prendre. Continue, Ça va être, ça va Vas-y. être évident. Bon, d'abord, on a une première hypothèse où effectivement la personne reconnaît les faits, et techniquement, si la procédure est bien faite, de toute façon, elle sera condamnée. Et nous, notre rôle d'avocat, c'est simplement de Diminuer s'assurer la peine. que la procédure est respectée et que la peine soit strictement proportionnée à ce que la personne a vécu. La deuxième hypothèse, c'est qu'on est confronté à une personne qui est absolument certaine de son innocence, et dans ces conditions, on va la défendre de toute notre âme, puisque nous-mêmes, on est convaincus de ça. Et puis, il y a des situations un peu entre les deux, qui est en réalité celle qui sous-tend ta question, cher Jean, c'est celle où on sait qu'une personne est coupable,
et que néanmoins, on va plaider l'innocence dans le cadre d'un dossier qui pourrait se discuter. Et moi, de ce point de vue-là, j'ai vraiment pas de cas de conscience et je vais tout de suite vous dire pourquoi. En réalité, c'est pas à moi de prouver l'innocence ou la culpabilité d'une personne, c'est à mon adversaire, qui est en général le procureur de la République et qui sait à sa portée un nombre de moyens colossaux. Il peut procéder à des écoutes, il peut se rendre sur les lieux, demander des reconstitutions, carrément procéder à une perquisition. Donc il a tous les moyens pour prouver la culpabilité. Si à l'issue, il n'y arrive pas, eh bien finalement, c'est une décision de justice qui est rendue. L'avocat s'est assuré que la procédure était respectée et on n'a pas véritablement de conscience, parce qu'en fait, de problème de conscience, parce que c'est l'État qui a échoué à prouver la culpabilité d'une personne et c'est à quelque chose de plutôt rassurant. Oui. Ça veut dire que toi, moi, nous tous ensemble, demain, il y a peu de risques qu'on soit condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait finalement. J'espère. Impeccable. non, mais c'était extrêmement intéressant et j'espère que ça a répondu. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit d'une neutralité impeccable. Non, mais en tout cas, c'est vraiment un truc, si ça intéresse le chat, c'est quelque chose dont faut parler parce que ça génère parfois des incompréhensions entre les avocats et le public, mais plus encore une incompréhension au niveau du fonctionnement de la justice. Et vous qui êtes des acteurs des réseaux sociaux et plus généralement des médias, je pense que tous les jours, vous le voyez. Et ça génère des attaques à votre égard, à l'égard peut-être d'un certain nombre de proches, à l'égard de la justice. Et la justice, elle est importante parce qu'elle nous protège aussi. Donc c'est important que tout ça soit compris, je pense. Je suis d'accord avec toi, d'autant qu'il faut aussi préciser que la discussion qu'on est en train d'avoir, elle est éternelle. Enfin, je veux dire, ça fait quand même des siècles qu'on en parle de cette question, des avocats qui défendent des coupables, etc. Jacques Vergès, un peu plus tard, là aussi, peut-on défendre tous les criminels, sont-ils défendables, etc. C'est des questions philosophiques, c'est des questions politiques, des questions intéressantes. Mais d'un point de vue juridique, tu as rappelé quelque chose d'important en droit pénal, c'est à l'État, à la police, de démontrer la culpabilité. Exactement. C'est pas au coupable de s'incriminer lui-même, etc. Exactement. D'ailleurs, j'en profite, est-ce que c'est vrai que si on se retrouve en garde à vue, pour quelque raison que ce soit, il faut se taire et attendre la présence d'un avocat pour parler? Complètement d'accord. Oui. Complètement d'accord. Ce stream est sponsorisé par le Conseil national des barreaux. La police nationale n'a pas sponsorisé. Il faut se taire. Non, mais il faut se taire. Il faut se taire. Je pense qu'on pourrait en parler avec les policiers. Non, parce que c'est très intéressant parce que quand les gens arrivent en garde à vue, qu'ils soient coupables ou non, ça on ne le saura qu'à la fin du processus, ils ont cette tendance absolument ahurissante à faire confiance en la police. Les policiers leur disent, mais monsieur, madame, vous ne prenez pas d'avocat, en fait, ça va rallonger la procédure. Et on a ce phénomène extraordinaire où la personne va faire confiance à la police, qui est en fait son accusateur, ou le bras armé de son accusateur. Je ne sais pas dans quel autre monde, autre que la justice, on voit ça en fait. Je ne vois pas ça dans le sport. Quelqu'un qui dit « Ouais, non, fais-moi confiance, je vais faire un service au tennis à 100 à l'heure, tu pourras le retourner. » Dans le gaming, je ne sais pas, sur LoL, sur un Tekken ou que sais-je. « Oui, t'inquiète pas, je ne vais pas te faire un coup fourré. » Alors que le mec, c'est notre adversaire. Il n'y a que dans la justice qu'on voit ça. On fait confiance à son adversaire. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou, non, donc, je suis attendons son avocat. Donc le conseil, demandez un avocat. Demandez un avocat si vous êtes en garde à vue. Et taisez-vous. C'est le conseil. Demandez un avocat si vous êtes en garde à vue. Moi, ce que je déplore justement, c'est à quel point c'est pas clair de quand est-ce que tu prends un avocat qui t'explique. Moi, c'est la première fois que je faisais un procès de toute ma vie. C'était la deuxième fois que j'allais à la police de toute ma vie. Et en fait, j'ai été en attente pendant 3 ans de ma plainte pour cyberharcèlement. 3 ans sans nouvelles de personne. Un beau matin, un gendarme m'appelle. Oui, salut, on a fait la perquis chez tout le monde. Ah bon, ok. Voilà, du coup, le procès, c'est en octobre. Ah, on est au mois de juillet, d'accord. Donc, vous avez un avocat? Ben non, on m'a rien dit. Comment ça? Moi, on ne m'a rien dit. Ma famille, elle s'y connaît pas. Je connais pas d'avocat. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, vous parliez d'avocats de famille, etc. Mais c'est que des familles, soit de riches privilégiés, soit de personnes qui ont des avocats dans leur contact. Parce que je suis désolée, mais un avocat de famille, ça n'existe pas sur les familles plus modestes, en fait. Ça n'existe pas. Et, ou à moins d'avoir particulièrement des connaissances et un entourage. Mais franchement, moi j'y connaissais rien. Et on m'a dit 2 mois avant mon procès, qui, Dieu merci, a été reporté. Et du coup, ça m'a laissé plus de temps de me reposer, de retomber sur mes pattes, de trouver quelqu'un qui me corresponde et de comprendre comment ça marchait aussi le jour J, parce que ça, personne ne me l'a expliqué non plus. Bah, en réalité, on n'est pas du tout aiguillé, en fait. Donc, comment on fait, si ce n'est par de nos propres chefs, et en plus, tu l'as dit tout à l'heure, Valentine, par le bouche à oreille. Ouais, mais le bouche à oreille, il faut bien que ça commence quelque part. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas
faire une espèce de programme ou j'en sais rien, avec la police, une espèce de fiche qui puisse nous permettre de nous aiguiller, de trouver quelque chose, parce qu'en fait, on est perdu. Normalement, ils le disent. Hein, Oui, non, mais normalement, ils le Ils disent. sont hein, qu'il faut censés que le dire, je ils pense, sont- ils- mais Ils le disent. c'est Et puis, pas vraiment. justement, tu as les barreaux qui, normalement, tu t'appelles l'ordre des avocats qui peut te relayer. Nous, on a des listes d'avocats, des pôles, etc. Mais moi, personne ne me l'a dit, par c'est vrai exemple. que quand on est plaignant, Pas c'est une personne. Quand un on est peu moins plaignant. évident parce Ouais, que c'est pas évident. alors C'est vrai. déjà, faut que vous sachiez, et puis le chat aussi, c'est qu'en fait, la présence de l'avocat au moment du dépôt de plainte auprès du plaignant ou de la plaignante, c'est quelque chose de très récent. Et c'est d'ailleurs une réforme qui a été portée par 2 avocates, qu'on fait valoir auprès des députés, qu'en fait, c'était important que dès le départ, il y ait un avocat auprès des plaignants. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et comme c'est très récent, tout le monde ne l'a pas acquis, encore moins ces pauvres justiciables qui ne consultent pas le site de l'Assemblée nationale tous les jours. Et puis la deuxième chose, et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, c'est qu'il faut à tout prix démocratiser le recours à l'avocat, comme on démocratise le débat public, comme on démocratise le jeu vidéo, comme on démocratise plein de choses en réalité. Et ça, c'est à nous de faire ce travail, mais de façon un peu macro, quoi. Je pense que c'est très important. Et ce que tu dis, Ultia, moi, m'interpelle énormément parce qu'on ne peut pas laisser les gens sur le côté, ça me semble impossible. Après, on fait de plus en plus de permanences. Il y a des C'est choses vrai. comme ça, les barreaux. Tu vois, par exemple, moi, dans mon petit barreau, on a fait une permanence victime. Donc, en fait, on a un numéro de téléphone où les victimes peuvent appeler. Il y a un premier conseil gratuit. Il y a un tour d'avocat, voilà. Et dès que tu es victime Ça, de c'est une violence, bonne chose, etc., t'appelles. Et après, tu as un premier contact. Après, tu vois si tu vas plus loin. Mais tu es aiguillé au moins dans un premier temps. Et tu as un avocat au bout du fichier. Le barreau de Bordeaux venait de le faire aussi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important et ça permet aux victimes d'être aiguillées. C'est important de dire ça parce que dans les clichés qu'il y a et les idées reçues sur les avocats, tu as aussi cette idée de « mais j'ai pas besoin d'avocat, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas en garde à vue. On se dit, on voilà. va quand même pas aller jusque-là. En fait, l'avocat défend l'accusé. Dans l'idée qu'on s'en fait encore une fois cliché, l'avocat défend l'accusé, mais je suis accusé de rien, donc j'ai pas besoin d'un avocat. Et ce que vient de dire Ultia est très intéressant. Il y a des moments où tu n'es absolument pas accusé. Au contraire, tu es la partie civile. Et en fait, on t'appelle en te disant le procès s'étend, vous aurez besoin d'un avocat. Donc vous pouvez avoir besoin d'un avocat, même si vous n'avez rien fait. C'est pas la bonne manière de le dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, Non, mais quand précisément, tu es si on n'a victime, rien en fait, fait, d'ailleurs. quand tu es victime, effectivement, tu peux pas. Et puis prendre un avocat, ça permet aussi qu'il va faire des démarches pour savoir où en est l'enquête. En tout cas, moi, la police, elle m'a dit, je vous le conseille. Elle m'a dit, je vous conseille de faire appel à un avocat. Votre cas, il est trop particulier pour que vous vous défendiez toute seule. Et en plus de ça, l'avocat ou l'avocate, dans mon cas précis, saura exactement quoi mettre en avant pour plaider votre cause, quoi. Exactement. Donc, Moi, pour ma part, quand je portais plainte en 2017, en fait, j'étais une habituée du commissariat. C'est une bonne chose. Hein, je vous conseille. Non, Chaque mais- semaine, je devais y retourner Est-ce parce que que vous j'avais de nouveaux pouvez, dossiers. Genre, tu tutoyais Madame- les gens, tu disais bonjour Billy quand tu rentrais. Madame, vous êtes là tous les jours, je pense qu'il va falloir partir au bout d'un moment. Chaque semaine, j'avais l'impression d'être une criminelle, tu vois. J'y retournais chaque semaine, mais en fait, c'était pour compléter le dossier de plainte que j'avais face à l'érotomane. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, j'étais reçue par des policiers différents. Et du coup, je devais retourner au tout début de mon récit, parce que lui, il écrivait après sur le dossier, en plus, souvent comme ça. Il C'est n'écrivait atroce. pas très vite, et il était comme Les ça. clichés. Et après, ouais, tout ce qu'il faisait, il y avait une tonne de fautes d'orthographe. Alors bon, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Mais à la fin, en fait, ce qui me trucidait de l'intérieur, c'est que, en fait, pendant que je récite tout ce que j'ai déjà dit auparavant, j'ai affaire à des policiers qui se foutaient de ma gueule. En mode, c'est du cyberharcèlement. Je fais, non, il est quand même venu chez mes parents, chez le restaurant de mon oncle, chez ça. C'est même pas que sur les réseaux sociaux. Il est même venu physiquement. Et en fait, les policiers, à chaque fois, ils m'ont jamais dit qu'il fallait prendre un avocat. Ils m'ont toujours Ouais, dit, voilà. revenez la semaine prochaine si vous avez encore du neuf. Et après, ils se rigolent. entre Puis elle eux, revenait, du coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, Enfin, tu vois, c'est exactement ça. C'est quand tu prends un avocat, effectivement, du coup, c'est lui qui va faire les démarches, c'est lui qui fait. Il t'accompagne et toi, tu n'as pas à faire ça. Et c'est notre boulot, en fait. Et donc, nous, on fait ça parce qu'on ne sait pas et qu'on est peu renseigné. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à dire que là, ce qu'on fait ici, c'est important. Et c'est ce qui m'amène à dire aussi qu'il devrait y avoir davantage de communication et que ce n'est pas normal de nous laisser dans le flou comme ça, sans nous expliquer ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, il faut partir du principe que la plupart des gens ne savent pas. Point important pour répondre à ce que tu as dit, Kayene, c'est ce que tu as dit, Julien. La loi a changé. Désormais, vous avez le droit d'être accompagné par un avocat dès le dépôt de plainte.
Pour pas vous ça a retrouver changé. seul face à 3 C'est ça. flics qui se C'est marrent. T'as le droit. C'est pas une obligation, mais t'as le droit. C'est un droit, c'est un droit. Autrefois, Après, c'était militer pas pour bien l'obligation. clair, il y avait Après, militer pour plusieurs, l'obligation, mais plusieurs pas encore. Mais interprétations. déjà, au moins, t'as le droit. Donc, t'as le droit d'être Ok. accompagné. Un point important, je reviens sur la relation entre le client et son avocat, le secret. Vous êtes soumis au secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce Bien. qui se dit chez nous ne sort pas de chez nous, en tout cas pas à notre initiative, à nous, avocats. Par exemple, si je dis à mon avocat, j'ai un peu déconné sur ce coin-là, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses, etc., il n'a pas l'obligation d'aller me dénoncer. Clairement pas. D'accord. Au contraire. il a J'espère l'obligation bien de se quand même, hein, parce que Il a c'est l'obligation dans la de se merde. taire. hein. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient flipper à l'idée d'aller voir un avocat en se disant, mais attends, si Ah, je j'en parle, suis sûre. etc. Donc voilà, J'en donc suis n'hésitez sûre, pas, foncez voir un avocat si vous avez fait une connerie, ça peut arriver, vous allez voir un avocat, vous dites j'ai merdé, et vous voyez avec votre avocat ce qu'il est possible de faire Et du dans coup, il y a un votre contrat intérêt. de ça? Non, mais ça fait partie de notre déontologie. Oui, mais est-ce qu'elle est écrite quelque part quand même et une signature de chaque partie pour être sûr qu'on ne soit pas y a pas victime de chantage par la suite? Non, mais Pas le du fait, tout, ouais, pas le fait de passer la porte et d'aller voir un avocat et de se confier à un avocat, eh bien, t'as le secret professionnel de facto du fait de notre statut d'avocat, en fait. C'est comme la confession. Tu vois, c'est pareil. Exactement ça. Ah, j'adore, Non, mais c'est j'adore. pareil, tu passes pas de contrat, Exactement ça. si jamais, mais c'est un petit peu pareil. Ouais. Et en fait, tout ce que tu dis à un avocat, quand tu lui parles et qu'en sa qualité d'avocat, et ben de toute façon, déontologiquement, et c'est ce qui vous protège, c'est ce qui nous protège, et c'est ce qui protège le justiciable, on ne peut rien répéter. C'est beau, c'est noble. Non, mais c'est important à savoir, encore une fois, si vous allez parler à un avocat pour la première fois de votre vie, sachez que la personne en face de vous n'a pas le droit de répéter ce que vous allez lui dire. Sachez que la personne en face de vous a pour mission, pour métier, pour déontologie, etc., de défendre vos intérêts. Et de vous accompagner et de faire de la pédagogie. D'où ce qu'on disait qui était effectivement assez intéressant sur le côté être complètement perdu dans le système judiciaire, dans le système policier, quand il s'agit d'aller porter plainte. Ça fait flipper tout le monde et je le comprends. Je suppose que beaucoup de gens ne vont pas porter plainte parce que juste, ils n'ont jamais mis les pieds de leur vie dans un commissariat. Ils ont entendu plein de témoignages comme quoi les dépôts de plainte, des fois, quand tu es une femme, c'est pas facile. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Bon, du coup, l'importance de l'avocat aussi dans l'accompagnement, tout simplement, dans toutes les démarches imaginables. Clairement. C'est un truc que tu fais, toi, tous les jours? Moi, c'est un truc que je fais tous les jours et c'est vrai que moi, la pédagogie est extrêmement importante parce qu'en plus, elle permet d'obtenir du client une adhésion à une stratégie et qu'il en maîtrise absolument tous les aspects pour qu'il ait un espace d'expression qui soit le sien. Moi, ce que je prépare au préalable avec les clients, c'est vraiment ça, leur espace d'expression. Ils sont pas chez moi, en réalité, ils sont chez eux, dans le cadre de la défense. Et c'est vraiment important parce qu'en réalité, une fois que j'ai créé ce lien qui devient à terme un lien de confiance, je les défends d'autant mieux que je les connais. Et ça me paraît vraiment important qu'ils puissent être rassurés et qu'ils puissent être bien défendus dans ce cadre-là. Bon, du coup, le chat pose un milliard de questions Ouais. sur... Moi aussi. Mais de toute façon, c'est puisqu'en fait, vous risquez littéralement votre profession si vous allez contre ce secret. On est d'accord. Ah, ça fait partie de notre déontologie. Voilà, c'est de ça. toute façon. Complètement. Et voilà, c'est l'autorégulation, on s'autorégule, on soit là et on n'a pas le droit de. C'est sûr. Ça serait la. Dans les Oui, dépôts oui, de bien plainte, sûr. vous pouvez venir avec nous, mais si Oui. par exemple on doit aller voir un médecin psychiatre pour déterminer le nombre de jours Si tu peux aller, enfin, franchement, moi je fais des expertises et tu peux accompagner ton client en expertise, dans une expertise médicale. Parfois, c'est pas forcément utile. Parfois, il vaut mieux que le client soit accompagné, par exemple, de son propre médecin expert. Mais par exemple, moi, la semaine dernière, j'en ai fait une. J'avais une cliente qui sait ni lire ni écrire, elle n'avait pas les moyens de prendre un expert médical. Bah, en fait, moi, je suis son avocat, donc je l'ai accompagnée, en fait, tout simplement, Mais je pense que à j'aurais bien aimé l'examen. être accompagnée Tu parce vois que ça m'a traumatisé quand même l'expérience psychiatre. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que c'était la gendarmerie qui m'avait dit vous êtes obligé d'aller Moi voir aussi. Ouais. le médecin psychiatre de la gendarmerie, allez le voir et on va C'était savoir à le l'Arc nombre de Triomphe, là, ou pas? Non, c'était Ok. pas du tout là. C'était, je ne sais même plus où exactement. Mais en tout cas, le psychiatre m'a fait me sentir super mal, m'a dit qu'en gros, je suis animatrice à la télé, je devrais quand même réaliser qu'il y a des fans qui sont un Pourquoi peu il donne trop son fans. avis, lui? Qui lui a demandé? Enfin, je C'est vrai que c'est comprends une bonne question. Non, mais sérieux, Non, mais- c'est une blague. Ouais, Juste, c'est les fais ton travail, genre, de quoi tu te mêles Ouais, mais en fait, c'est fou parce qu'on est quand même contrainte de se dévoiler à quelqu'un qui pense comme ça et qui va nous dire en fait que faut pas faire ce métier si on n'a pas les chocottes en fait de tenir le coup quand un fan dépasse les limites.
Et il m'a dit, faut arrêter, hein, ma bonne vieille. Vous êtes en plus, voilà, bientôt la trentaine. C'est peut-être le moment d'arrêter d'être animatrice à la télé. J'ai eu le droit aussi d'avoir des critiques sur le fait qu'il fallait pas être jolie, voilà, s'ils sont amoureux, je peux rien y faire. Et que bon, Ça, c'est un truc qu'il faut dénoncer. Ouais, mais je l'ai dénoncé à la gendarmerie, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont aussi dit, oh, mais c'est un érotomane, écoutez, la seule façon de s'en débarrasser, c'est que il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Tant qu'il ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre, vous êtes foutus. Plutôt efficace, comme expertise, technique. Chacun appréciera. Voilà. C'est quand même un peu particulier. Là, je pense que malheureusement, effectivement, je pense que tu as accumulé les mauvaises expériences. Ah oui, là, vraiment. Et tu n'étais pas accompagnée, par ailleurs. J'étais pas accompagnée. Et franchement, je suis sortie de là, mais traumatisée. En plus, j'avais une grosse crise de larmes pendant qu'il me disait tout ça. Et moi, je voulais me montrer forte, mais je n'ai pas réussi. Je suis sortie, la gendarme qui... il y avait une gendarme qui était gentille, qui a vraiment cru à mon cas, qui me prenait au sérieux. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais là, je pense être quelqu'un de forte quand même. Là, je n'ai pas supporté. Et toutes les personnes victimes, vous allez les confronter à ce gars-là. Ce n'est pas possible, virez-le. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu la difficulté, d'où encore une fois l'utilité du fait d'être accompagné par un avocat dès le dépôt de plainte. Oui, parce que vous n'aurez pas laissé ça... déjà, elle nous aurait expliqué. Enfin, voilà, genre, je pense que les flics, ce ne serait pas permis de... Genre quoi, vous lui auriez mis un coup de boule Non, ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quel dommage. C'est pas drôle. Non, on n'est pas la violence, on essaie d'être convaincant, la violence, c'est non. mais sans violence, la violence. Faire la différence entre l'argument coup de poing et le coup de poing tout court. Enfin, voilà, on va parler du sujet qui fâche l'éléphant au milieu de la pièce. On tourne autour depuis tout à l'heure, le pognon. Le pognon. Non, mais les gars, le pognon. Il y a un moment, ça va 5 minutes. Combien ça coûte, tout ça? Ça coûte combien d'aller voir un avocat? Est-ce que c'est vrai que c'est hors de prix, les avocats? Les bons avocats sont les plus chers, etc. Parlons-en. Julien, tu coûtes combien? Oh, direct. Parce que lui, il a toujours des questions difficiles. Non, mais je coûte pile ce qu'il faut. non, mais on va expliquer pour le chat quand même, parce que pour que le chat comprenne bien, que tout le monde comprenne bien autour de cette table. En réalité, on ne peut pas complètement facturer comme on veut, d'abord. Ça, c'est important. Parce qu'il n'y a pas une limite, mais il y a en quelque sorte un encadrement philosophico-moral et un peu économique aussi. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération un certain nombre de critères. Le premier d'entre eux, c'est la fortune du client. C'est-à-dire que quand il n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle parce qu'il gagne plus que le plafond, on doit faire attention à ce que vous gagnez. Tu le connais, le plafond, ou pas? Le plafond, alors ça dépend si tu as des enfants ou pas, mais grosso modo, au-dessus de 1000, 1200 euros, tu es déjà plus éligible à l'aide juridictionnelle. Ah ouais. Si tu as des enfants, ça augmente. Si, il y a beaucoup de gens, mais... En fait, un peu plus, mais ouais, ça dépend. En fait, ça, quelque part, toute la classe moyenne sup, qui ne peut pas forcément dépenser beaucoup d'argent non plus, n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle. Et c'est à ce moment-là que nous, avocats, on doit être particulièrement prudents quand on propose des honoraires. Donc la première chose, c'est évidemment la question de la fortune du client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on évalue un peu en fonction de notre expérience. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la loi. Donc, selon mon expérience, je vais plus ou moins facturer mon niveau de compétence, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi la complexité du dossier. Il y a des dossiers qui peuvent durer une dizaine d'années et exiger des milliers d'heures de travail. Donc, comme pour le maçon, c'est pas pareil de rénover une petite salle de bain et de construire une maison. L'avocat, s'il doit travailler sur un énorme dossier, il va de soi que ses honoraires vont énormément augmenter. Du coup, tu factures à l'heure ou au forfait ou au jour? Alors, c'est un peu en fonction de la typologie de dossier. C'est-à-dire que moi, les clients, je ne travaille pas pour eux pour qu'ils viennent chez moi avec la peur au ventre en se disant le temps tourne et donc je vais payer des tonnes d'euros. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je rédige une convention d'honoraires, qui est un contrat qui prévoit la manière dont je vais être rémunéré. Et en général, dans cette convention d'honoraires, je prévois un forfait fixe qui ne sera jamais dépassé en fonction de ce que la personne va me présenter comme dossier. Je prévois quand même toujours une ligne qui n'est pas en petit caractère, qui est en gros caractère, en disant s'il y a quand même une perturbation dans le dossier, c'est-à-dire que d'un coup je dois travailler beaucoup plus, cet honoraire pourra éventuellement augmenter. Mais je travaille au forfait pour que tout le monde soit bien rassuré et sache à l'avance ce qui devrait être payé. Il y a des gens qui demandent si c'est à la tête du client.
Alors, ça dépend ce qu'on entend à la tête du client. Si c'est en fonction de son physique, la réponse est non. Si c'est en fonction de la typologie de son dossier, de ses difficultés financières, voire parfois morales, effectivement, dans ce cas-là, c'est à la tête du client. Donc tu peux baisser tes tarifs parce que la personne n'a pas assez d'argent. Oui. Et je peux d'autant plus les baisser que la situation d'un être humain peut varier dans le temps. Sur une procédure qui dure 10 ans, la personne peut perdre son travail ou au contraire devenir PDG de Twitch, par exemple. Donc, je fais attention à ça. À ce sujet, Valentine, est-ce que vous avez le droit de vous rémunérer sur les gains du client? Ouais, alors pour revenir sur ce que disait, oui, effectivement, on a le droit de faire, en fait, on a l'obligation, de toute façon, quand tu vas voir un avocat, tu as l'obligation, avant toute procédure ou en conseil, de signer une convention d'honoraires. Ça, c'est une obligation et ça permet aussi au client, du coup, il sait où il va et ça, c'est vachement important. Comme le disait Julien, tu as le forfait. Mais tu as aussi des dossiers où tu ne sais pas où tu vas. Par exemple, un divorce compliqué, tu ne sais pas si ça va être un divorce contentieux, etc. Donc, tu peux aussi faire des conventions d'honoraires basées sur un taux horaire. Parce que de toute façon, en fonction de ton taux horaire, donc tu dis, et puis tu fais au fur et à mesure de tes diligences, tu rends compte à ton client pour qu'il sache où il va, pour qu'il sache s'il est d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, tu peux signer une convention d'honoraires avec un honoraire de résultat en fonction du gain. Par contre, tu n'as pas le droit de faire que la convention d'honoraires au résultat. Donc, tu dois avoir un forfait. Donc, les trucs, les avocats à l'américaine, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit en France. Ça s'appelle le pacte de Cotalitis. Je suis désolée. Wow. Et c'est interdit. Et c'est strictement interdit en France. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois forcément avoir un honoraire fixe ou un forfait ou un taux horaire pour que tu sois rémunéré, que tu fasses ton travail correctement. Mais tu as le droit à côté d'avoir un honoraire de résultat. Mais tu ne peux pas faire que à l'honoraire de résultat. Aux États-Unis, il y a certains avocats qui vont voir des clients en leur disant « je suis ton avocat gratos, par contre je prends 10% des gains qu'on va avoir ensemble en justice ». C'est horrible. À l'américaine. Un truc de bourrin, c'est pas voilà. très éthique, quoi. Ah, c'est spécial, c'est des requins. Enfin, nous, c'est strictement interdit. Donc, tu peux prendre une convention d'honoraires, moi, ça m'arrive souvent en droit social ou en préjudice corporel, etc. Mais tu dois aussi être rémunéré à côté pour faire ton boulot correctement, en fait. Donc, les tarifs des avocats évoluent en fonction de la durée de travail que l'avocat va bosser sur le dossier, de la complexité du dossier et en fonction des moyens du client, si j'ai bien compris. Ok, d'accord. Si vous n'avez absolument pas les moyens de vous offrir un avocat peut vous être commis d'office si vous êtes en phase d'une procédure judiciaire, et vous pouvez être éligible à ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, qui, elle, vous payera un avocat. Du coup, exactement. C'est à peu près ça. Quand j'étais étudiante, ouais. et fauchée, j'ai fait appel à... En fait, j'ai eu un petit souci, et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je demande à un avocat. C'était concernant le versement d'une pension alimentaire. Ouais. Et j'ai appelé la mairie de ma ville. Et en fait, la mairie de ma ville m'a donné un rendez-vous gratuit avec un avocat à qui j'ai parlé pendant 1 heure, qui m'a expliqué tout ce que je devais faire, etc. Bon, au final, je n'ai pas donné suite parce que c'était trop lourd comme démarche, ce qu'il me proposait. Mais ça, c'est un truc qui existe. Ça existe partout. Ça existe partout en France. Tu as des points d'accès au droit, en fait. Et tu as droit, effectivement, à une consultation. Alors, c'est une des petites consultations de 15 minutes, souvent, où tu as un avocat qui répond à tes questions et c'est gratuit. C'est les points d'accès au droit. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Point d'accès au droit. Non, mais regarde, c'était écrit là, tu vois, on y arrive. Non, mais pas pour te couper le pied, l'herbe sous le pied par rapport à ton conducteur, mais plutôt pour dire, genre, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et ça, je sais même plus comment j'ai été au courant de cette chose, mais pour autant, ça m'avait aidé sur le moment. Complètement. Et je trouve qu'on devrait vraiment le plus le mettre en avant. Mais ça rejoint ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, sur le fait qu'on est très peu renseigné dans cette démarche. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça coûte de l'argent d'aller parler à un avocat pour simplement lui poser une question parce qu'on a un doute? Est-ce qu'il y a des consultations gratuites ou est-ce que dès la première consultation, c'est payant? Alors, comme le disait Lucia, il y a des points de consultation gratuites, parfois dans les tribunaux, parfois dans les mairies. À Paris, on a ce qu'on appelle le bus de la solidarité. Donc, il y a un bus qui se déplace dans Paris et puis on peut y aller gratuitement. La mairie de Paris organise aussi des rencontres en partenariat avec le barreau. Le CNB fait pareil, d'ailleurs. Le Conseil national des barreaux fait pareil. Bref, il y a un moyen d'avoir... Ensuite, se pose la question de l'avocat classique, qu'on va voir comme ça, qu'on appelle au débeauté. Et là, chacun a sa propre pratique. Il y a des avocats qui facturent simplement
un tout petit temps symbolique, une 50aine d'euros, parce qu'il y a quand même un peu de travail. Les gens, ils arrivent rarement tout nus en disant bonjour, j'ai un souci, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils viennent avec des pièces. Ouais. Il faut de la compétence pour les. D'autres font le premier rendez-vous gratuit, mais je ne sais pas si j'aime trop ce terme. Mais l'idée, c'est qu'on ne paye pas, ça c'est certain. Et puis d'autres font payer une consultation au taux horaire, c'est affiché à l'entrée de leur cabinet. Donc il y a une diversité de pratiques assez importante. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas d'uniformisation des pratiques, En clairement pas. moyenne, c'est entre 50 et 150 euros par consultation, je crois. C'est à peu près ça. Et sur avocat.fr, justement, le panier moyen, c'est 88 euros, je crois. Ok. La consultation de 30 minutes, sauf erreur. Ouais. Et voilà. Ça ressemble au psy, effectivement. Ultia Kayane, ça vous a coûté cher, votre parcours d'accompagnement? Bah, en fait, pour être tout à fait honnête, l'avocat du coup qui m'a aidé dans mon cas me l'a pas facturé. Par contre, les dommages et intérêts, c'est pour lui. Ok, Laissez. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Il y a Valentine? Valentine. Cet impact Cotalitis qui n'était pas possible. Donc, C'est un peu chelou. voilà. Mais bon, c'est un peu il y a- étrange. C'est un peu chelou. Il y a quand même parce que c'est pas pour défendre ton En avocat, fait, Kayane, mais il y a. c'est pas que c'est lui qui m'a dit que c'est comme ça que ça va se passer. C'est juste que moi, en fait, comme il me l'a pas facturé, je me suis dit que ce serait ça. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que parfois les honoraires, c'est aussi un frein pour passer à la porte d'un cabinet d'avocats. Et de la meilleure foi du monde, certains avocats veulent vraiment défendre la cause de leurs clients ou de leurs clientes. Et c'est vrai que défendre quelqu'un, c'est un acte de conviction. Et on se dit, bon, bah, je ferai payer que quand la personne aura des moyens. Effectivement, quand tu perçois des dommages d'intérêt, bah, là, tu as des moyens. Donc, quelque part, c'est pas complètement inepte. Oui, même en si, fait, et c'est interdit quand même. D'où Non, l'intérêt c'est quand même, complètement tu vois, interdit, d'en mais parler dans un. Enfin, c'est d'où bien de l'intérêt de montrer que parler c'est un tout de frein suite, en aussi, fait, quoi. tu vois, justement, l'éléphant au milieu de la pièce. D'où l'intérêt tout de suite de poser les choses pour que les choses elles soient parfaitement Le truc, claires. c'est qu'il me l'a dit, Ça, c'est que c'est gratuit. Il me demande rien en retour. C'est juste qu'au moment où on s'est dit, qu'on nous a dit qu'il y a tant de milliers d'euros de dommages et intérêts, j'avais aucune envie de garder ça pour moi seule. Donc je me suis servi de cet argent pour le payer. Mais voilà. Ouais. Écoutez, je pense que ça aurait qu'il y a plein de Alors, du gens coup, qui je vais- aimeraient bien t'avoir comme client, mais je pense pas que trop sympa. Ouais, trop cool. Je vais poser la question, est-ce qu'on peut prendre un avocat contre un avocat? Non, en fait, c'est une question un peu sérieuse. Si on a un problème avec un avocat, Mhm. qui peut arriver, problème de rupture de confiance, problème d'argent, etc., est-ce qu'on est complètement démuni ou est-ce qu'on peut Pas du se tout. tourner vers des non. instances qui permettent d'être défendus? On n'est pas du tout démunis. Alors d'abord, on peut évidemment prendre un avocat pour se défendre contre un avocat, quand on a un litige d'honoraires, quand le dossier a été maltraité, ce genre de choses. Il y a plusieurs instances qui peuvent être consultées, hein. Il y a d'abord les conseils de discipline, hein, les conseils régionaux pour la province, en quelque sorte. Et puis à Paris, on a des chambres spécialisées. Voilà, on fait rien comme tout le monde. Désormais, depuis la réforme, une personne peut saisir directement, en fait. Ok. C'est ça qui est intéressant. Il y a pour les litiges de nature un peu civile, type problème d'honoraires, là aussi, les ordres en général prévoient des choses. Et puis parfois, on peut avoir un litige tout à fait classique, notamment sur une question de compétence. Et là encore, on peut saisir une juridiction pour faire valoir ce défaut de compétence. Ok. Et j'ai presque envie d'interroger un peu Valentine parce que je vois qu'elle me fait des sourires. T'es d'accord avec moi, tout va bien. Oui, Mais non, on est- non, si j'étais pas d'accord, je te le dirais. tu on sais. est là. Non, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être dans un entre-deux. Je me suis dit, bon. Mais oui, c'est vrai qu'un avocat peut tout à fait défendre un ancien client ou un client actuel contre son Ah oui, ancien non, il dossier. n'y a pas de difficulté. Ouais. Non, il y a pas de on a des règles déontologiques, mais il n'y a pas de difficulté. Au contraire, justement, si tu as un problème avec un avocat, il faut que tu puisses trouver un avocat. C'est aussi notre rôle. Donc, c'est sûr que c'est possible. On répète du coup cette information très utile, les points d'accès au droit. Vous les trouverez sur Google. Le point d'accès au droit le plus proche de chez vous est probablement le meilleur endroit où pousser la porte pour s'entretenir quelques dizaines de minutes avec un avocat pour lui soumettre une question que vous avez, un problème. Même si vous n'avez pas les bons termes, même si vous ne savez pas, etc., allez-y, il ou elle aura pour rôle justement de vous aiguiller, de vous suggérer de prendre rendez-vous plus tard pour un entretien un peu plus long avec un avocat si effectivement il y a besoin de creuser, de vous diriger vers des procédures que vous pouvez faire en ligne ou accompagné d'un avocat tout seul ou pas. Donc voilà, les points d'accès au droit, excellente
élément. Et départ, élément de départ, quoi. Élément de départ, très très Je bon savais truc. même Si, pas que vraiment, ça si vous avez existait. juste une question, c'est trop bien les points d'accès droit. Si vous avez juste une question, ça arrive. Pour vous ou pour un proche, hein, pour votre maman qui est âgée, pour je sais pas, etc. Allez-y, c'est le bon endroit où aller. Si vous cherchez plus spécifiquement directement un avocat ou une avocate, rendez-vous sur le site internet avocat.fr tout simplement. C'est l'annuaire en gros. C'est l'annuaire des C'est avocats. un en annuaire, France. et on est répertorié en fonction des domaines d'activité et du territoire. On Donc, peut dire que c'est le Doctolib de l'avocat. Bah, pas Non. complètement, mais on n'en est pas loin. On s'en rapproche quand même progressivement parce que Je peux prendre rendez-vous en ligne ou pas? on peut Oui. prendre Ah oui, rendez-vous en ligne, on peut payer en Tu peux faire ligne. Tu peux payer Ah, en on peut ligne. payer en ça. ligne. Oui, Donc tu peux C'est faire. vachement mieux que Doctolib. C'est vachement bien. Non, non, on Non, peut faire. tu payes en ligne, ouais. Et On tu peut, payes on en peut ligne, faire plein de d'ailleurs. choses. Maintenant, c'est pas aussi, c'est pas autant un réflexe que Doctolib pour les utilisateurs, mais c'est intéressant de s'y connecter parce qu'on voit l'adresse, les spécialisations, on peut payer en ligne, c'est quand même très pratique et on sait à l'avance combien on va payer. Ouais, pas de surprise, quoi. Trop bien. Les avocats, avocat.fr. Avocat.fr. Avocat.fr, tout simple. Quelques exemples que je voulais vous soumettre, les amis, sur est-ce que j'ai besoin de prendre un avocat? Est-ce que j'ai besoin de consulter un avocat? Par exemple, avec mon amoureuse, on veut se marier. Très Pas besoin de prendre un avocat. C'est pas très glamour, les avocats, là. On est sur un contrat de mariage. Et pourtant, c'est une très bonne idée d'aller consulter un avocat avant de se marier. Pourquoi? Tout simplement. Alors, le Je suis mariage. sûr que c'est sur Internet, il y a des contrats tout faits de mariage. Oui, bien sûr, mais il y en a même un qui est encore mieux fait, c'est celui qui est dans le code civil. Parce que pour le coup, quand on se marie, le contrat, voilà, on consent devant le maire et ça y est, il y a un contrat. D'accord. On parle du régime général, mais en fait, c'est un contrat, il est fait. Et puis, il y a des obligations. Ça peut être intéressant de se les faire expliquer si on veut s'intéresser à ce contrat-là basique, mais il y a aussi des contrats de mariage avec des spécificités qui peuvent se faire. Et c'est si vrai d'ailleurs que moi, quand je me suis marié, très humblement, je suis allé voir un avocat et je lui ai dit, moi, c'est simple, je veux faire un contrat de mariage où, si on se sépare un jour, bon, chacun reprend ses billes et terminé, bonsoir. T'as pas pu Attends, être ton propre Toi, avocat? t'es allé voir un avocat pour écrire un contrat de mariage? Ah mais moi, le premier réflexe, c'est si j'ai un problème, je vais voir un autre avocat que moi. Est-ce qu'on demande à un psy de s'auto-diagnostiquer et de s'auto-soigner? Non, Moi, c'est pareil pour les avocats. Ouais, ça cool. Et quand t'as dit ça, à quoi tu faisais référence? Donc, Valentine. Valentine, non, contrat de mariage. Ouais, non, c'est important. De toute façon, un avocat, c'est toujours bien parce qu'il va te conseiller, en fait. Donc, il va, en fonction de ta situation, si par exemple, tu as une entreprise, etc., il va te conseiller. Alors, il va pas t'écrire le contrat parce que c'est pas l'avocat qui écrit le contrat de mariage, mais néanmoins, il va pouvoir te dire quel contrat il faut que tu choisisses. Et de toute façon, voilà, se dire qu'aller voir un avocat, c'est toujours, c'est peut-être une dépense, la consultation, mais c'est une dépense d'investissement parce que après, ça peut te faire économiser beaucoup d'argent. Complètement. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup pour les honoraires, mais il y a aussi une question qu'il faut se poser quand on va voir un avocat, c'est OK, ça me coûte tant d'aller voir un avocat, mais combien ça me coûterait si je ne prends pas d'avocat, C'est ça. par exemple? Alors, Et c'est quand une on fait le calcul, on s'aperçoit que le ratio est plutôt positif vers l'avocat, bizarrement. C'est une question que je voulais vous poser à tous les deux. Vous avez déjà eu des clients qui sont venus vous voir un peu trop tard, genre même carrément trop tard. Un client sur deux. Ouais. Mais ça Un client m'étonne sur deux. pas, en Un fait. client sur deux, il te raconte son histoire et toi tu regardes, tu fais putain, t'aurais dû me voir il y a 2 mois parce que C'est ça. tu savais ce qu'on aurait pu t'éviter. Alors, je ne fais pas trop ça parce que l'idée, c'est pas de le culpabiliser, le pauvre Non, en non, général. t'as raison. Non, mais pas comme Jean, quoi. Oui, voilà, mais ça, c'est les publicistes. Les publicistes c'est ont des quelque salauds. chose de. Jusqu'au Voilà, bout. mais non, mais c'est vrai que souvent, on se le dit, notamment dans les conflits type droit du travail. Alors, tu en parleras évidemment mieux que moi, Valentine, mais la personne est licenciée, elle vient nous voir. Ils sont plus dans l'entreprise, ils peuvent plus recueillir de pièces à l'intérieur de la boîte, pièces qui pourraient servir à combattre le licenciement. Et c'est vrai que nous, on est là, en fait, ça va être compliqué, sauf à faire diverses démarches que tu pourras expliquer, Valentine. Mais Ouais. c'est plus dur. Valentine, des clients trop tard? Ah, des clients trop tard, ouais. Alors, en droit, ils travaillent beaucoup, des deux côtés, hein, parce que, par exemple, une convention de rupture, enfin, une rupture conventionnelle, tu vois, ton boss te propose de partir, il te dit, je vais te donner un petit peu plus que à quoi tu as droit. Et puis là, tu es content, tu signes, et puis en fait, tu te rends compte que le petit plus que ce à quoi tu as droit, ça a des conséquences sur ton droit au chômage. Et ça, en fait, si tu étais allé voir un avocat avant, en disant, voilà, on me propose de partir, on me propose ça contre condition, etc., et là, du coup, l'avocat te dirait, oui, mais alors, effectivement, n'importe quoi, il te donne un petit peu plus, mais néanmoins, ça va te coûter des jours de carence Pôle emploi, donc de toute façon, ce qu'il te donne, ça va rien t'apporter. Donc, il y a plein de choses comme ça, et j'ai un exemple hyper important, et ça arrive souvent aussi, c'est en préjudice corporel aussi. Une cliente vient me voir une fois,
Et pour une aggravation, elle avait eu un accident. Et en fait, elle avait signé avec son assurance son indemnisation. Et je crois qu'elle avait eu, je ne sais plus moi, 20 000 euros par exemple. Et en aggravation, on a obtenu 250 000 euros. Parce qu'en fait, elle était venue. Voilà. Bon, là, pas trop tard, parce qu'avec l'aggravation, j'ai pu récupérer. Ah, mais elle serait pas venue, elle aurait gardé ses 20 000 Mais c'est pareil, en balles, fait. ouais. Bah, tu vois, c'est ton assurance, un accident de la circulation, c'est ton assurance qui te propose une indemnisation. C'est pareil, comme tu fais confiance au flic tout à l'heure, tu fais confiance à ton assureur. Et en fait, si tu vas avoir un avocat qui connaît un petit peu le préjudice corporel, il va dire mais t'as ça comme poste de préjudice, t'as ça, et puis tu peux obtenir ça, et ça chiffre très vite. Bon, du coup, vous avez à peu près répondu à ma question suivante, qui était j'ai un problème avec mon boss. Est-ce que ça vaut pas mieux de régler ça à l'amiable entre nous par mail plutôt que d'aller voir un avocat? Tu veux parler du coup de boule dont je parlais tout à l'heure? Non, mais tu sais, la tentation qu'ont beaucoup de salariés, surtout des jeunes et surtout des précaires, de se dire il faut que ça reste à l'intérieur de la boîte, on s'engueule un peu par mail avec mon boss. Mais même quand tu es un employeur, moi j'ai quelqu'un par exemple qui était en burn-out, c'est un restaurateur qui était complètement en burn-out et on lui a conseillé de faire une rupture conventionnelle à ses salariés. Ils étaient d'accord, ils se sont entendus, etc. Il n'y avait pas de difficulté entre eux. Et puis, les ruptures conventionnelles, tu dois les faire valider. Et la validation, au dernier moment, elle n'a pas eu lieu parce que, en fait, comme il partait en burn-out et qu'il fermait son resto, il fallait passer par le licenciement économique. Et c'était obligatoire. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé, les employeurs, les salariés, tout le monde s'est retrouvé un petit peu embêté parce que ils avaient tous prévu de fermer, tous prévu d'autres... Et tout ça parce qu'ils n'étaient pas venus voir un avocat plus tôt. Ouais. Donc, allez voir un avocat au bon moment, c'est-à-dire maintenant. Je suis victime de discrimination. Est-ce que je peux pas aller tout simplement au commissariat et déposer plainte tout seul sans mon avocat? Je renvoie à l'expérience de Kayané. Ouais. Ah, c'est aussi... En fait, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a du progrès de la part des forces de l'ordre dans l'accueil des plaignants et des plaignantes. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Ça va mieux. Grâce notamment à des personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, dans la presse. Il y a quand même une prise en compte. C'est pas encore parfait, mais il y a une prise en compte. Néanmoins, ne serait-ce que pour présenter un dossier de façon efficace... Je me demande ce que c'était avant, du coup. Tu veux vraiment savoir? Ça va mieux. Ça va mieux. En fait, avant, c'était main courante et tu rentrais chez toi avec ta main courante qui ne sert strictement à rien. Voilà. Et progressivement, il y a eu une évolution. Donc, on a commencé à prendre les plaintes. Et puis ensuite, dans l'exposé des plaintes et dans le recueil de la plainte, il y a eu quelques progrès. Et je pense qu'il faut à la fois dire quand ça ne va pas, mais quand on perçoit un tout petit progrès, je pense qu'il faut aussi le reconnaître parce que ça encourage les gens à travailler mieux. Moi, c'est vrai que quand j'essaie de progresser, on me dit « Normalement, tu travailles comme une merde. » Bon, ça ne va pas me pousser à faire mieux. Politiquement et dans le débat public, j'ai entendu un certain nombre de ministres de l'Intérieur, les uns après les autres, faire des annonces et montrer du volontarisme politique, pas toujours budgétaire, mais en disant qu'on allait améliorer l'accueil des victimes dans les commissariats et dans les gendarmeries. J'ai bossé à la mairie du 20e, juste ici, le commissariat central du quartier a été le premier commissariat de Paris, à l'époque, je me souviens, à avoir une policière chargée de l'accueil des femmes victimes de violences. C'était le premier commissariat à avoir une personne spécialisée. C'était quand ça? C'était 2014, juste avant que je devienne streamer. 2014-2015. C'était à ce moment-là. Ça date, hein. C'était il y a 10 ans. Depuis, ça a progressé. Il y en a dans tous les commissariats à Paris, en l'occurrence, et puis ailleurs en région. Mais en tout cas, d'accord. Autre proposition. Je veux créer une auto-entreprise et ainsi bénéficier de la niche fiscale sur la TVA. Est-ce que je peux le faire en quelques clics tranquille chez moi en chaussettes plutôt qu'avec un avocat? Alors clairement, on peut. Si vous ne prenez pas d'avocat, on l'a tous fait, aucun problème. Personne ne viendra chez vous défoncer la porte. Voilà. Maintenant, après 1 ou 2 ans d'exercice en auto-entreprise, c'est là qu'on peut s'en mordre les doigts, notamment parce qu'on ne connaissait pas les seuils de TVA, dont vous savez qu'ils ont changé et qui aboutissent notamment à une refacturation derrière. Sauf que les clients, quand ils se font appeler par l'entreprise par laquelle ils sont passés et que cette entreprise leur dit « bon, en fait, sur les factures, c'est 20% en plus », il y a 2 solutions. Soit ils payent, ça va à peu près, soit ils ne payent pas, et là, on est un peu embêté. Donc, pour créer plus que créer une auto-entreprise, en fait, je pense que pour créer une activité, il faut s'entourer d'un avocat, parce qu'il y a parfois des structures qu'on appelle sociales, qui sont plus adaptées. Donc, l'avocat permet de faire le bon diagnostic, et surtout de faire le bon choix. En revanche, la création matérielle, effectivement, c'est extrêmement facile. C'est 10 minutes sur Internet. Mais faire les bons choix pour demain, parce que par définition, quand on donne naissance à une entreprise, c'est pas pour qu'elle meure le lendemain. Si on veut qu'elle dure dans le temps, c'est très bien d'être accompagné d'un avocat.
tout le long de la vie de l'entreprise. Et c'est effectivement important ce que vous dites. Non, l'auto-entreprise n'est pas forcément le meilleur plan, même s'il y en a parmi de vos potes qui le sont, qui vous conseillent de le faire, etc. Parmi métismes, on peut avoir envie. Aller demander à un avocat, ça peut justement ouvrir les yeux sur non, mais tu sais qu'il y a un autre dispositif qui existe, c'est un truc que personne ne connaît, qui s'appelle ça, qui te permet de faire ça, ça, ça. Et pour un milliard de raisons, voilà, peut-être qu'un avocat peut vous aider. T'as déjà eu le Ouais, il y a réflexe, d'autres statuts. Valentine. Il y a d'autres statuts. Il y a d'autres statuts qui permettent de cumuler, parfois notamment quand tu balances ta boîte et tu as droit au chômage, tu as un autre statut qui te permet de cumuler. Et ça, l'autre entreprise ne le permet pas Moi, c'est ce que j'ai forcément. fait, moi. Ouais, la SASU, par exemple. La SASU, ouais. Quand tu vas voir, voilà, il faut aller voir un avocat qui va te conseiller sur le statut qui est le plus adapté à ton profil et à ta situation. En fait. Moi, je C'est ne pensais mon pas cas, qu'il je suis en fallait SASU. voir un avocat pour ça, justement. J'allais plutôt voir un expert comptable. Ça peut aussi. Pour le coup, non, si, t'es d'accord, Valentine? Les experts comptables peuvent t'accompagner là-dessus aussi, non? Bah, Pas aussi bien. J'ai envie de dire que les avocats sont quand même des juristes. Donc, moi, je ne sais pas faire un bulletin de paie, par exemple, ou un bilan. Mais Moi, je me battrai pas. Le mieux, c'est le bigou. Le mieux, c'est les un deux, avocat et le un duo. expert comptable. Exactement. Ouais, ça commence à les deux, coûter cher. non, n'empêche pas l'autre. Non, Non, n'empêche pas l'autre, tant que évidemment, ça, parce en qu'il réalité, faut pas se... Voilà. Mais si tu veux... quand c'est un problème de droit, il vaut quand même mieux aller voir un expert du droit. Bon, clairement, Le j'ai droit, les deux, c'est hein. l'avocat. J'ai avocat, expert comptable. Quand je Bien monte une sûr. structure et que je veux anticiper, par exemple, une engueulade entre associés, non mais c'est terrible. Si on est à 50-50, comment on prend des décisions pour la Jamais, ne faites jamais Je ça. pense qu'il faut que tu passes à autre chose, Villebrequin, c'est bon, c'est terminé. Ah non, mais là, je parlais de moi. Hein, je rigole. parlais que de moi. Mais ceci dit, ça me plaisait pas mal, Villebrequin. C'était un bon exemple. Tu veux qu'on peut en parler, hein, mais justement, il faut faire très attention sur la structure et puis les conséquences fiscales. Là, un avocat, ça peut être bien pour lancer et poursuivre. Et par ailleurs, moi, j'ai un expert comptable pour envoyer mes éléments aux impôts. Voilà. Donc en fait, j'ai les Ah deux. ben ça, oui. Mais boulot. super exemple, je monte un projet avec un pote. Villebrequin, Complètement. meilleur exemple. Je monte un projet avec un pote. Mais j'en peux plus, on fait que parler d'eux. Mais c'est non, mais horrible. c'est un exemple de deux potes s'entendent trop bien, qui lancent un projet trop cool. Ouais, on s'adore, c'est trop cool, on y va et tout. Avocat, Allez voir un avocat, c'est ami hyper de la important. famille, ami Vraiment, tout court, parce avocat, que, c'est parce bon. que un bon pacte d'associés, par exemple, quand on crée une entreprise, des bons statuts d'entreprise ou d'association, etc., ce sont des statuts qui prévoient le divorce qui arrivera un jour dans les 10-20 Exactement. ans qui viennent. Et si vous ne l'avez pas prévu au début, ça va vous coûter cher, mais si Bah, en cher en c'est avocat. sûr. Donc, faites gaffe à ça. Voilà, un avocat, ça vous sert à vous poser ces questions-là avant. C'est vrai, et on parlait tout à l'heure 60, 150 euros la première consultation. Au final, ça paraît très mince à côté de tout ce que tu peux perdre, Ah soit oui, hein. parce que tu as oublié de Complètement. déclarer ta TVA, soit parce que bien d'autres choses. Donc Complètement, ça complètement. paraît être un bon investissement. Et puis même dans les métiers de la tech ou de la diffusion, en fait, comme ce que vous faites toutes et tous, il y a eu une mode au tout début qui consistait à recruter un certain nombre de personnes, des graphistes, des monteurs, et puis de leur dire, bon, bah, en fait, je vais te payer un peu, et puis on s'aperçoit que c'est pas tout à fait assez, ou qu'en fait, vous aviez un monteur qui travaillait que pour vous. Si un jour le monteur se réveille et dit, ah bah coucou Ultia, en fait, je travaillais que pour toi, donc il y a un contrat de travail. T'as payé l'URSSAF? T'as payé, tu m'as déclaré, t'as fait quelque chose? Là, c'est infraction pénale. Et puis, devant un conseil de prud'homme, c'est requalification avec des paiements de salaire. Et là, ça te tue ta boîte d'un coup. Oula. Si tu es allé voir un avocat, et on ne parlera pas de Villebrequin, l'avocat t'aura dit, là, attention, peut y avoir un lien de subordination, tu peux te mettre en Ouais, danger. c'est bien, ouais. Et là, pour le coup, il te donnera le bon conseil pour cadrer vos relations en termes d'un contrat qui définira son engagement, le tien, et le limitera à ça. Et c'est dingue de voir des énormes entreprises avoir ce lien de subordination avec des factures comme ça récurrentes. Ouais, c'est vrai. Je cite personne. Oui, mais ça... On voit pas du tout. Des CDD renouvelés à On voit pas. l'infini. Non, mais tu as tout à fait raison, on le voit absolument partout, et notamment dans les métiers de la créa. Ouais. Par exemple, le design de vêtements, ce genre de choses, ça ne travaille qu'avec des freelances, mais en fait, ces pauvres freelances, ils ont un lien de subordination, ils ont l'ordi de la boîte, C'est ça. c'est quelque chose d'inadmissible. Si vous voulez un truc un peu cynique, dites-vous qu'un certain nombre de grandes entreprises comptent sur le fait que vous n'allez pas voir un avocat. Voilà. Oui, bien évidemment. Non, mais vraiment, ils ont fait leur calcul, ils disent en vrai, très peu de chances qu'ils nous poursuivent, donc ça devrait le faire, c'est cool, ça va pas nous coûter cher. Allez voir un avocat. Dernière suggestion, j'ai été victime d'une arnaque sur Internet. Une arnaque, par exemple, les arnaques à la formation. Il y en a beaucoup, les trucs sur le CPF, etc. On est plein de victimes autour de moi, je vois des témoignages, etc. Est-ce que moi, tout seul, à ma petite échelle, ça sert à quelque chose que j'aille voir un avocat? Ça sert toujours. Ça va pouvoir te conseiller, ça va pouvoir te dire ce qu'il faut que tu fasses, aller déposer plainte le cas échéant. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça sert toujours. Moi, je me suis déjà fait arnaquer, mais je n'ai pas pensé à prendre un avocat parce que je me dis, j'ai déjà payé assez cher l'arnaque, je ne vais pas en plus Ouais, mais prendre un c'est... avocat. Et Beaucoup de gens fonctionnent comme ça, je pense.
Et t'as le problème de la honte aussi, où tu te dis, je me sens con. Je me sens con, Ça, c'est quand ouais. Quand Non, t'es mais c'est victime, bien, non, c'est mais bien, quand t'es vraiment, quand victime, t'es t'as toujours victime. ce sentiment-là quand t'es victime de. Oui, mais tu te dis, cette bêtise a déjà coûté assez cher. Ouais. Je ne vais pas en plus m'encombrer de consulter un avocat. C'est du temps en plus, c'est de l'argent, alors qu'il suffit que je ne refasse plus cette bêtise. Alors, bon, c'est vrai que je comprends tout à fait la démarche, mais encore une fois, on n'a pas ce réflexe un peu avocat. En fait, imaginons dans un monde parfait où tout le monde appelle un avocat directement, notamment quand il se fait arnaquer par un système pyramidal de pub sur des publications sponsorisées. Bon, typiquement la formation, ce genre de choses. Bon. En fait, si tout le monde dépose plainte avec un avocat, qu'est-ce qui va se passer? Ça va allumer des petites lumières un peu partout, et il y a un magistrat à un moment donné qui va se dire j'ai 50, 100, 200, 300, 400 personnes qui ont déposé plainte pour ce fait-là. C'est plus tout à fait la même chose que la personne en individuel. Donc, pour répondre à ta question, Jean, est-ce qu'on a intérêt à déposer plainte? Oui, parce que... Aller voir un tout le monde avocat, fait- minimum. ouais, d'aller voir un Mais- avocat et mais- déposer plainte avec lui, en formalisant une plainte claire d'avocat, ça va peut-être allumer un certain nombre de petites lumières qui vont motiver le procureur à élargir son enquête et finalement à démanteler littéralement un système de quasi-criminalité organisée. D'ailleurs, il existe depuis, ça commence à faire un peu de temps, mais voilà, des possibilités de plainte collectives. Ça existe. Complètement. La Oui, possibilité c'est de vrai. réunir tout un tas de victimes qui, tout ensemble, dans une seule action juridique, vont être représentées par des avocats. Ça s'appelle comment déjà? Une action collective. Une action collective, simplement. C'est mes études. Dans ce cas-là, il y a les avocats de chacun ou il y a un avocat qui peut s'occuper de... Tu peux être pour plusieurs victimes, tu peux être pour toutes les victimes en fait. D'accord. On a vu des actions collectives sur la sécurité automobile, sur, contre des grandes entreprises de la grande distribution, de l'industrie pharmaceutique, etc. Il y a eu voilà, des plaintes collectives particulièrement célèbres, mais aussi d'autres plus discrètes de victimes qui se sont mises ensemble pour porter plainte. Et oui, ça existe tout à fait. Chers amis, on arrive petit à petit à la fin de nos échanges. Si on a réussi à susciter des vocations, on ne sait jamais. Comment on fait pour devenir avocat soi-même? Plutôt que d'aller en chercher un. Pourquoi pas le devenir soi-même? Il faut un petit peu de temps quand même avant de Ça, l'être. ouais, ça demande un peu de temps. Alors c'est quoi ce temps? Ce temps, c'est l'université, hein, c'est les études de droit. Maintenant, c'est 5 ans. Ouais. Il faut un master en droit. Et puis, une fois que tu as ton master, tu dois rentrer à l'école, au centre de formation. Donc, c'est un examen. Il y a plusieurs écoles en région et une à Paris. Toi, tu et as fait celle de Bordeaux? Moi, j'ai fait celle de Bordeaux, oui. Je suis à sud-ouest. Et j'ai fait celle de Bordeaux, l'école Aliénor. Et donc après, tu as une formation de 1 an et demi, 2 ans, avec des stages. Et à la fin, tu as un examen final. Et là, ça y est, tu prêtes serment, C'est comme on dit. Et voilà, et Exactement. tu achètes ta robe. Et t'achètes ta robe. Waouh. Ça coûte combien à peu près les années d'études pour ça? J'ai cru qu'elle allait demander le prix d'une robe. Et aussi le prix de la robe. Ça coûte cher. C'est existe la en plus première fois que en j'achète une robe à ce prix-là. Les études, ça coûte cher, hein, de toute façon. Voilà, donc... Pour mon école de commerce, j'avais payé 9 000 € l'année. Après, l'université, oui, non, c'est gratuit. À la fac, L'université, c'est gratuit. c'est T'as des l'université. petits frais L'université, c'est gratuit, d'inscription. tu as les frais Mais le d'inscription. master... Le Ah non, master, c'est pareil. la fac. Ah, c'est à la fac. Ouais. C'est D'accord, gratuit. pas dans une C'est école, gratuit. ok. Et l'école, tu as des frais d'inscription, mais les écoles d'avocats sont prises en charge, sont beaucoup payées par la profession. Hein. Donc, les frais d'inscription sont pas très importants par rapport à des écoles de commerce ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai que les études de droit, c'est hyper chiant et c'est que du par cœur? Non. C'est un cliché qu'on entend. Valentine, Non, c'est pas du par cœur. On ne connaît pas les codes par cœur. Enfin, heureusement. non, c'est pas du par cœur. C'est apprendre à réfléchir. Non, c'est pas hyper chiant. Moi, j'ai adoré, mais sinon, je Tellement serais pas là. mignon comme réponse. T'as vu? Vraiment, je me suis emmerdé, mais comme jamais. C'est pas que du par cœur, Non. ça c'est Alors, vrai. ça dépend le public. Je me Moi, suis le ennuyé, droit mais- administratif, c'est sûr que ça a été Ça a été une douleur? Ah, ça a été une douleur. Bah voilà, Ça a été- Valentine, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. C'était une Ouais. douleur. Ça, je le concède. Mais non, il y a des droits qui sont sympas. Non, mais tous les étudiants en droit ont des matières qu'ils adorent et des matières qu'ils détestent. Ah oui, voilà. c'est clair. Bah, le droit Vous inquiétez pas. Mais les plus Le droit administratif, tout le monde déteste, je sais. Moi, je fais Non, partie pas des tout seuls le à monde. Non, adorer. non, on a quand même des. Il y a quand même des mecs bizarres comme moi. Mais non, mais oui, droit administratif, et puis droit de la famille, droit pénal, etc. Tous ces droits-là, tu les apprends pendant tes études de droit. Et effectivement, c'est long, mais oui, c'est aussi passionnant. Il y a aussi de l'économie, il y a aussi de la philo, il y a aussi de la théorie générale, j'avais adoré. Enfin, bref, il y a L'histoire. plein de L'art choses. oratoire? Pas du tout. Eh ben, ça, c'est Ça, un c'est paradoxe plutôt absolu. Ça, non, c'est à Ouais, l'école. c'est En fait, à étonnant. l'école C'est à d'avocat, tu l'école, fais ouais. rien. Enfin,
Il y a très peu d'oralité, enfin en tout cas moi quand j'étais très peu d'oralité avant l'école finalement. J'en ai fait au DUT, c'était horrible. Quoi, de De l'éloquence l'art oratoire, ouais. Wow. C'était atroce. J'ai détesté, mais bon, Mais du coup, t'es devenue streameuse. Voilà. Et t'es une des meilleures maintenant. grâce à ça. Incroyable. On va rappeler une dernière fois les liens utiles, chers amis. Si j'ai besoin d'un avocat, si j'ai envie d'aller en rencontrer un, qu'est-ce que je peux faire? Très simple. Avocat.fr, Avocat.fr, première étape. Éventuellement, faire parler le bouche à oreille. point d'accès au droit. Point d'accès au droit, bus de solidarité, consultation juridique dans les tribunaux ou les cours. Autre point, c'est très bête, on n'en a pas parlé, donc je vais relancer le chat pendant 2 heures, mais votre assureur éventuellement, en fait, quand vous souscrivez une assurance habitation, ou vous avez une carte bleue un peu plus, n'hésitez pas à souscrire à la protection juridique. En réalité, votre assureur, vous l'appelez, vous faites une déclaration de sinistre comme après avoir eu un accident, et là, l'assureur protection juridique vous dit, dans la limite d'un certain plafond, je prends en charge vos frais d'avocat. Et ça, c'est un super point d'entrée Putain, je savais pas. vers le recours à un La avocat. protection juridique. Et moi, je m'amuse à faire un petit calcul en général très simple quand on vous disait tout à l'heure, imaginez ce que ça va vous coûter de ne pas avoir Ouais. d'avocat, imaginez ce que ça va vous coûter de ne pas avoir d'assureur protection juridique. Prenons un phénomène très simple, on est en région parisienne, on se met à louer un appartement et puis le voisin du haut a un dégât des eaux chez nous qui détruit tous les aménagements qu'on a fait dans son appartement, peinture, salle de bain, on ne peut plus se doucher pendant 6 mois, bref, un truc absolument horrible. Vous allez devoir prendre un avocat, ça va vous coûter un peu d'argent. Vous allez devoir payer un expert pour déterminer si c'est bien sûr que ça vient du voisin. L'expert va aussi vous aider à déterminer le coût des travaux. On n'a pas commencé à traiter le fond du dossier, c'est-à-dire à plaider qui a tort, qui a raison, qu'on en est déjà à 10 000 euros. 10 000 euros. Et bien ça, l'assureur va prendre cette partie-là en charge. Donc c'est hyper pratique parce que grosso modo, il vous restera un reste à charge relativement faible. Moi, vraiment, je conseille la protection juridique et moi-même, j'en ai une. Parce qu'effectivement, si demain j'ai un dégât des eaux, que j'ai 70 000 balles de dégâts chez moi, un problème électrique et que tout s'arrête, T'as besoin d'un avocat. en fait, j'ai besoin d'un avocat et surtout, je ne vais pas pouvoir avancer les frais d'expertise qui sont en général extrêmement élevés. Il n'y a pas que l'avocat. L'avocat n'est pas du tout l'acteur le plus cher de la procédure civile. Hein. Les experts sont beaucoup plus chers. Donc, c'est important qu'un assureur le paye. Donc, je vous recommande vraiment ça. Le chat, je te regarde Même enfin compris, chat, que tu étais là et non pas là en regardant l'écran. Non, mais ils sont en train de se Donc, filer chat, des je te conseils dans le chat en recommande disant vivement ouais, vous devriez vraiment la prendre, etc. Donc même les avocats la prennent. Voilà, sachez-le. Ah oui, moi je la prends. Moi, Mais y a c'est pas quoi de la problème. différence avec l'assurance habitation? En fait, C'est l'assurance une habitation. protection en plus. C'est une assurance en plus. L'assurance habitation, typiquement, si tu as un problème chez toi, l'assureur va rembourser un certain nombre de frais que tu auras, mais pas les frais juridiques, Oui, d'accord. notamment les frais en termes de responsabilité. Donc les frais juridiques, ils seront à ta charge. Donc imaginons, il y a un dégât des eaux dont tu es victime, ton assureur, il prendra à sa charge évidemment les dégâts que tu as chez toi, mais il ne prendra pas la procédure qui précède, qui tente à démontrer que... Et tu peux la décorréler complètement de ton assurance habitation. Tu vois, tu as une protection juridique, tu as un litige dans ta vie privée, tu as un litige au travail. Bah, dans ta protection juridique, il est prévu que tu as droit à un avocat et qu'on te paye un avocat, ou en tout cas dans la limite des plafonds. Exactement. Donc pour tous les petits litiges, voilà. Et c'est la protection juridique. Et il y a des protections juridiques spéciales quand tu es entrepreneuse, par exemple. Il y a des protections juridiques spéciales pour les gens qui, finalement, ont une telle ou telle activité professionnelle. Les dirigeants, notamment, ont des protections juridiques qui prennent en charge leurs frais. Avocats. Voilà. Merci du fond du cœur, chers amis, d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Kayane, Merci à vous. Ultia, on vous retrouve sur vos chaînes respectives, Oui. Ouais. ici sur Twitch, mais aussi ailleurs. Les avocats n'ont pas le droit de faire de publicité, mais moi j'ai le droit de le faire pour eux. Donc vous pouvez retrouver nos deux invités, Valentine sur jgt-avocat au pluriel.fr et Julien sur cabinet-brochot, brochat.fr. Évidemment sur le site du Conseil national des barreaux, que je remercie pour cette émission. Je remercie également l'agence Brioche avec l'incroyable Misu qui l'a organisée. Merci beaucoup à Guzulting pour cette réalisation. Des gros bisous à vous le chat. Allez voir un avocat. À très bientôt.